Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly sur la dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles, à savoir La vengeance d'une femme. Et oui, déjà la dernière nouvelle, et quelque part pas déjà, puisque on a lu les trois premières il y a 2 ans. Donc au final c'est plutôt enfin la dernière nouvelle, 2 ans après le premier live sur les Diaboliques. On va enfin terminer ce recueil ce soir. Tout d'abord, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un live, donc si vous me regardez sur YouTube, vous aurez compris que c'était une rediffusion. Donc forcément, vous allez me voir discuter avec le chat, discuter avec les viewers, interagir avec eux pendant l'introduction et les pauses que je vais effectuer dans ma lecture. Donc si vous voulez passer tous ces moments-là, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de naviguer à votre gré dans la lecture. À chaque fois que j'arrive en live ces jours-ci, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir les cheveux qui partent bien en couille. Il serait temps que je fasse quelque chose. Bref, ça n'a pas grand intérêt. Et du coup, comme d'habitude, ce soir, on va commencer par une petite introduction de 15-20 minutes, grosso modo, le temps de laisser aux gens qui voudraient suivre ce live en direct, tout simplement le temps d'arriver. Et on accueille déjà Fallen Angel. Bonsoir Fallen Angel. Est-ce que tu peux me dire d'ailleurs, Fallen Angel, si le live fonctionne bien? Parce que j'ai eu une notification de Twitch à l'instant me disant qu'on avait laissé un message sur ma vidéo, et ma vidéo portait le titre du live. Donc comme si le live était déjà passé, enfin c'est bizarre. Peut-être j'ai eu une déco reco, je sais pas. En tout cas, il y a Selkia qui a dit bonsoir sur cette vidéo, j'ai vu. Donc je ne sais pas si tu es là, Selkia, mais dans tous les cas, bonsoir à toi. Je sais pas s'il y a eu peut-être un bug, je sais pas ce qui s'est passé. Bref. On va croiser les doigts pour que le live fonctionne bien. Pour moi, tout est ok. Bon, bah d'accord. Merci Fallen Angel. Du coup, ce soir, voilà, la dernière nouvelle, La vengeance d'une femme. Et donc, qui dit dernière nouvelle, fin d'un cycle de lecture, dit bientôt nouveau cycle de lecture. Donc, qu'est-ce qu'on va lire ensuite? Et vous le savez déjà, puisque je vous en ai souvent parlé. Ensuite, nous lirons tout simplement mes textes, enfin mes textes, pas tous mes textes, mais une partie de mes textes, pour être plus précis, un recueil de poèmes que j'ai écrit au courant de la fin d'année passée, début d'année 2018. Et donc ce recueil de poèmes est déjà disponible sur Wattpad gratuitement et tout, c'est formidable la technologie. Et je vous le lirai en live d'ici une petite semaine, car oui, j'ai décidé que ça serait une règle à présent, je trouve ça pas mal, ça me permet de faire des pauses un petit peu. On fera à chaque fois une œuvre, et comment dire, normalement les lives de lecture c'est tous les 3 jours, et du coup on fera tous les 3 jours, et quand on changera d'œuvre, on fera une petite pause de 6 jours, comme ça me permet d'avoir un peu, déjà de bien déconnecter les lectures, je trouve ça cool. Et puis d'avoir un petit jour tranquille entre guillemets aussi. Donc voilà, pour pas me dégoûter, pas avoir l'impression d'enchaîner les lectures à l'infini et qu'au final ça me plaise plus, je pense que ça va être une bonne chose à faire. D'ailleurs, concernant tout ça, je pense que j'ai réfléchi à ça tout à l'heure et je vais pouvoir vous donner un programme entre guillemets pour les temps à venir, pour les quelques lives à venir. Je vais prendre un calendrier. Voilà. Alors, nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Donc, le samedi 8 à 21h, live de découverte sur Wokfu, le 10e. Dimanche 9, il n'y aura pas de live. Lundi 10, il n'y aura pas de live, puisque on change d'œuvre, vous m'avez suivi. Mardi 11, live sur Wokfu à 21h. Mercredi 12, pas de live. Jeudi 13, live sur mon recueil de poésie Pouce, que je vais vous lire vraisemblablement en une soirée parce que c'est pas très long. Et ensuite, vendredi 14, pas de live, et oui, on aurait pu s'attendre à un live Wokfu, mais non, je vous l'ai indiqué depuis quelques temps.
je vais avoir un petit gap là d'une semaine grosso modo, une grosse semaine je pense, tout simplement parce que déjà je dois assister à un concert qui se passe en Belgique, etc. Enfin bon bref, déjà ça va me prendre un petit peu de temps et tout. Et aussi tout simplement parce que raison personnelle, visite familiale, etc. etc. Donc voilà, il y aura un petit gap d'une grosse semaine, ouais, vers centre fin septembre disons. Voilà voilà. Donc du coup, avant que je n'effectue cette grosse pause, de toute façon je vous le redirai d'ici là, on peut conclure qu'il y aura donc 2 lives de lecture en comptant celui de ce soir, et si je dis pas de bêtises, encore 2 lives Wakfu, 2 lives de découverte. Donc voilà, ça nous fait encore 4 lives en comptant celui de ce soir, avant de se quitter pour quelque temps, mais je reviendrai au plus vite, et je reviendrai avec des nouveaux textes du coup. J'ai beaucoup réfléchi, vous m'avez donné quelques suggestions, vous m'avez dit aussi que vous étiez ok à ce qu'on lise des choses peut-être un peu plus longues et un peu moins faciles d'accès. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai écumé ma bibliothèque, qui se résume à une pauvre étagère, mais bon, quand même, j'ai regardé tous les bouquins que j'avais à ma disposition, ceux que je pouvais éventuellement acheter, etc. Il y a eu des propositions comme Cro-Blanc. Mince, j'ai loupé, il y en avait une autre. Ah oui, bah oui, le second livre de la jungle, puisqu'on a lu le premier ensemble. Et après toutes ces réflexions, etc., et aussi en essayant comment dire, de bien inspecter quelles étaient mes envies pour les prochaines lectures, je pense tout simplement qu'on va partir sur un texte un peu différent, mais qui va être léger, cool, agréable, je pense. Ça va être tout simplement Gargantua de François Rabelais. Donc voilà, je pense qu'on va se pencher sur ça à mon retour, disons, fin septembre. Ouais, fin septembre. Voilà. On reprendra avec Gargantua, ce qui devrait nous faire quand même pas mal de live, je pense. Et ensuite, après Gargantua, je pense qu'on ira vers un texte un peu bastock, un peu balèze. Je sais pas encore si on se jette dans Victor Hugo et l'homme qui rit, parce que vraiment, d'un côté j'en ai terriblement envie, et d'un côté je me dis que ça ne va pas du tout passer en live. Donc je ne sais pas encore, je suis tiraillé, je vais réfléchir à l'idée, et je vous tiendrai au courant pour tout ça. Encore une fois, si vous avez des suggestions de textes d'auteurs, n'hésitez pas. Et du coup, j'accueille Selkia et Serra76, Selkia qui commence à avoir l'habitude de venir par ici, ça fait plaisir, merci à toi Selkia. Serra, une nouvelle tête, bonsoir, bienvenue Serra parmi nous. J'espère que tu vas bien. On va commencer la lecture dans peu de temps, hein. Vous inquiétez pas. L'introduction est déjà bien entamée. Et du coup, Fallen Angel, pas de soucis, tu n'as pas loupé le début. Je vous invite d'ailleurs à vous installer, à vous détendre, à prendre à manger, à boire, peut-être de quoi dessiner, de quoi éventuellement écrire, je ne sais pas, peindre, n'importe quoi, faire le ménage. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent en faisant le ménage, ou tout simplement dès qu'ils m'enregistrent. Bon, alors là, j'imagine que c'est pas ce que vous allez faire, mais qui m'enregistrent et qui m'écoutent en taxi, en métro, en bus, je trouve ça rigolo. Et du coup, à tous, santé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu à la bouteille en live. C'est un doux plaisir que je retrouve. Et du coup, Serra, si c'est pas trop indiscret, d'où est-ce que tu nous viens? Parce que c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment les gens sont tombés sur mes lives. Ce qui me permet de peut-être faire davantage de pub, même si j'aime pas ce terme et que j'aime pas faire de la pub, mais via le moyen par lequel tu as découvert. En tout cas, merci pour le compliment, Serra, c'est très gentil. J'espère que ça te plaira une fois que tu auras vu un petit peu de lecture. Celle qui a moi perso j'aime beaucoup, j'ai jamais lu parce que j'arrive pas à lire, ça m'ennuie, mais c'est intéressant. Ah, c'est gentil, celle qui a, merci beaucoup. D'ailleurs, celle qui a, j'ai vu que tu avais laissé un message sur une vidéo juste avant le live. C'était bonsoir, donc je suppose que tu voulais parler sur le live. Alors je sais pas s'il y a eu un bug sur Twitch, je sais pas comment ça s'est passé. Enfin bon, bref. Et du coup, Serra, qui vient de follow la chaîne, merci Serra, ça fait très plaisir, merci beaucoup, bienvenue parmi nous. Alors, moi je viens de Suisse et comme j'adore dessiner,
Je cherchais un live pour le dessin et je suis tombé par là. Ok. Donc je regarde. Ok, bah c'est cool. Bah écoute, ça fait plaisir. On a des Français, on a des Belges aussi, je crois. On a des Québécois et maintenant des Suisses. Ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous, installe-toi tranquillement, tu vas voir. Normalement, les lives de lecture sont très pépères. Hein. Ok, celle qui a, bah pas de souci du coup. Et du coup, pour t'expliquer un petit peu, c'est un nouvel arrivé. Autant t'expliquer un petit peu comment se déroulent les lives de lecture. Grosso modo, à chaque fois que je prends une œuvre, ça va être soit un roman, soit un recueil de poésie, soit un recueil de nouvelles. Je vais l'étaler sur un certain nombre de lives selon la durée de l'œuvre, tout simplement. Je me perds dans mes mots. Et par exemple, là, Barbet d'Aurevilly, Les Diaboliques, c'est le 6ème live qu'on fait sur cette œuvre. Donc j'ai fait une nouvelle par soir, et là on va lire la 6ème nouvelle. Les lives de lecture se passent tous les 3 jours, normalement. Comme je le disais, là, il va y avoir un rythme un peu chamboulé dans les temps à venir, mais sinon c'est tous les 3 jours à 21h. Ensuite, je mets les rediffusions sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Il y en a déjà plein qui sont disponibles. C'est trop dur de montrer en vrai à la cam. Il y en a déjà plein qui sont disponibles. On a fait combien? C'était Fallen Angel, tu l'avais compté, je crois. C'était 25 œuvres qu'on a fait maintenant. Donc ça commence à chiffrer, c'est cool. Je suis assez content. Assez fier, entre guillemets. Et du coup, les lives de lecture, c'est très simple. Je fais une petite introduction à juste parler de ma life ou parler de mes projets, parler des lives à venir, parler avec vous dans le chat, les viewers. Ensuite, je vais passer sur de la lecture intensive, c'est-à-dire que je vais lire et vraiment je ne vais pas m'arrêter pour que la lecture soit fluide au maximum. Je ne vais pas vous répondre dans le chat forcément. Donc voilà. Si vous m'envoyez des messages et que je ne vous réponds pas, n'ayez crainte, c'est normal. Ensuite, je ferai quelques pauses durant ma lecture qui seront justement l'occasion pour moi de vous répondre dans le chat et de reposer un petit peu mes cordes vocales. Et voilà, je pense avoir tout dit, ce sera à chaque fois ce schéma. Donc phase de lecture, pause, jusqu'à la fin du live. En général, les lives de lecture durent entre 1h30 et 2h30 quand vraiment ça devient long. D'ailleurs, la dernière fois c'était un live très très éprouvant, mais j'avais bien apprécié la nouvelle malgré tout. Et c'est un live qui a duré, si je dis pas de bêtises, plus de 2h30. Donc c'était assez balèze, c'était lourd, mais c'était cool. Ce soir, par contre, je pense que ça ira un peu plus vite. Sur les 2 dernières nouvelles, on a fait 3 parties. Là, je pense qu'en 2 parties, on aura terminé. Parce que, tout simplement, on est passé de 60 à 40 pages. Donc, si vous suivez la logique, si vous faites un produit en croix, c'est comme ça qu'on appelle ça? Un produit en croix, ouais, je crois. Bref, vous comprenez que, forcément, ce soir, on devrait mettre moins de temps. Donc voilà, 2 parties devraient suffire. Et du coup, ce soir, c'est La vengeance d'une femme. Alors, j'ai un peu parcouru le texte et je n'y ai pas vu de découpe naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de partie, etc. Donc, ma découpe va être totalement arbitraire pour la pause. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas où la faire. J'ai vraiment pas mal regardé et je sais pas où ça serait le moins gênant. J'ai l'impression que là où je veux les faire, c'est forcément en plein dialogue, donc c'est forcément chiant en fait. Donc j'avoue que là, je suis un peu bloqué de ce point de vue. Ou bien je continue plus tard, je sais pas trop. Je pense que je vais peut-être continuer un peu plus tard, quitte à faire une pause un peu bâtarde entre guillemets. Enfin, on verra. On verra tout à l'heure. Quand on sera face à la situation, je ferai une pause quand je le sentirai, au pire. Dernière petite précision sur ces textes, tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans les Diaboliques de Barbet d'Aurevilly. Donc, dans ces textes, parfois, il y a des mots en astérisque, enfin, remplacés par des astérisques. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas rare de voir nanina nanana de la ville de étoile, 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 étoile. Quand ça arrive, je vais pas faire de la ville de et rien dire ou faire nanana. Donc, tout simplement, je dirais dans la ville, par exemple. C'est ce qui est arrivé lors de la nouvelle passée.
Pareil, parfois il y a des dates qui sont entre guillemets censurées. Par exemple, c'est écrit 1, 8, étoile, étoile, au lieu de 1826. Et du coup, je vais pas dire 1800, je sais pas. Je vais dire des années 1800 par exemple. Voilà. Je vous dis un petit peu, comme ça, si vous m'entendez dire ce genre de choses, vous savez que dans le texte, a priori, c'est écrit avec des étoiles ou quoi que ce soit. Il y a aussi parfois même des noms qui sont censurés parce que peut-être ils font appel à des noms qui ont vraiment existé. Donc l'auteur a décidé de cacher un petit peu l'identité de ces personnes. Enfin voilà. Bref. Même si les histoires sont des fictions, très clairement. Encore heureux, parce que vu ce qu'on a vu la semaine passée, ça serait méga hard si c'était pas des fictions. Mais bon, en même temps c'est hard puisque on est face à des femmes diaboliques. Je rappelle que c'est un peu le thème, le principe des diaboliques de Barbey d'Aurevilly, c'est que à chaque nouvelle, nous est présentée une femme un peu cruelle, un peu diabolique, qui va faire des actes pas forcément très agréables. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça ce soir, je vais pas vous en dire davantage pour les nouveaux. Du coup, bonsoir Néris, ça fait plaisir de te revoir ce soir, comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment vous allez tous de toute manière, hein ? Sur ce, je pense que j'ai fait une introduction vachement longue. Bon, peut-être pas si longue que ça, mais quand même assez longue. Donc on va commencer, même si les phases de lecture risquent également d'être longues. Hein. On commence à connaître les textes de Barbey d'Aurevilly qui sont bien fournis, avec un style assez lourd et assez descriptif, mais bon, des histoires assez intéressantes malgré tout. Et du coup, ça va très bien aussi également, merci de le demander. Écoutez, j'ai l'impression de me répéter un petit peu. J'ai l'impression d'être un peu poussif, donc je vais commencer la lecture. Ok, je suis désolé, ça n'a aucun rapport et c'est ridicule, mais ça m'énerve. J'ai vraiment un endroit dans mes cheveux où ça fait une bosse ridicule. Ça me gonfle. J'ai l'impression d'être... Enfin, de ressembler à rien, quoi. Pourtant, je m'en moque pas mal de l'image. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, le physique. Mais là, j'ai juste l'impression d'être con, ça m'énerve. Bon bah ça part pas, hein. C'est pas grave. Je vais avoir l'air con, c'est pas bien grave. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Selkia, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Serra, bonne écoute Neiris. Je crois que c'est les seuls à être présents, je ne sais pas. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Je pense que j'oublie personne. Bonne écoute à vous tous, bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reprends à la pause, qui devrait arriver, je pense, dans 25-30 minutes, quelque chose comme ça. Bref, à tout à l'heure. La vengeance d'une femme. Fortitaire. J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne, mais je n'ai, pour mon compte, jamais cru à cette hardiesse-là. Ce reproche n'est qu'une forfanterie de moralité. La littérature, qu'on a dit si longtemps l'expression de la société, ne l'exprime pas du tout, au contraire, et quand quelqu'un de plus crâne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait quel cri l'a fait pousser. Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas la moitié des crimes que la société commet mystérieusement et impunément tous les jours, avec une fréquence et une facilité charmantes. Demandez à tous les confesseurs, qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eus, s'ils pouvaient raconter les histoires qu'on leur coule dans l'oreille au confessionnal. Demandez-leur le nombre d'incestes, par exemple, enterrés dans les familles les plus fières et les plus élevées, et voyez si la littérature qu'on accuse tant d'immorale hardiesse a osé jamais les raconter, même pour en effrayer. À cela près du petit souffle, qui n'est qu'un souffle et qui passe comme un souffle, dans le René de Chateaubriand, du religieux Chateaubriand, je ne sache pas de livre où l'inceste, si commun dans nos mœurs, en haut comme en bas et peut-être plus en bas qu'en haut, ait jamais fait le sujet franchement abordé d'un récit qui pourrait tirer de ce sujet des effets d'une moralité vraiment tragique. La littérature moderne à laquelle le bégueulisme jette sa petite pierre a-t-elle jamais osé les histoires de Mira, d'Agrippine et d'Oedipe, qui sont des histoires, croyez-moi, toujours et parfaitement vivantes, car je n'ai pas vécu, du moins jusqu'ici, dans un autre enfer que l'enfer social, et j'ai pour ma part connu et coudoyé pas mal de Mira, d'Oedipe et d'Agrippine, dans la vie privée et dans le plus beau monde, comme on dit. Parbleu, cela n'avait jamais lieu comme au théâtre ou dans l'histoire. Mais à travers les surfaces sociales, les précautions, les peurs et les hypocrisies, cela s'entrevoyait. Je connais, et tout Paris connaît,
Une madame Henri III qui porte en ceinture des chapelets de petites têtes de mort, ciselées dans de l'or sur des robes de velours bleu, et qui se donne la discipline, mêlant ainsi au ragoût de ses pénitences le ragoût des autres plaisirs de Henri III. Or, qui écrirait l'histoire de cette femme qui fait des livres de piété, et que les jésuites croient un homme, joli détail plaisant, et même un saint? Il n'y a déjà pas tant d'années que tout Paris a vu une femme du faubourg Saint-Germain prendre à sa mère son amant, et furieuse de voir cet amant retourner à sa mère qui, vieille, savait mieux pourtant se faire aimer qu'elle, voler les lettres très passionnées de cette dernière à cet homme trop aimé, les faire lithographier et les jeter par milliers du paradis, bien nommé pour une action pareille, dans la salle de l'opéra, un jour de première représentation. Qui a fait l'histoire de cette autre femme-là? La pauvre littérature ne saurait même pas quel bout prendre de pareilles histoires pour les raconter. Et c'est là ce qu'il faudrait faire si on était hardi. L'histoire a des Tacite et des Suétone, le roman n'en a pas, du moins en restant dans l'ordre élevé et moral du talent et de la littérature. Il est vrai que la langue latine brave l'honnêteté, en païenne qu'elle est, tandis que notre langue à nous a été baptisée avec Clovis sur les fonds de Saint-Rémy, et y a puisé une impérissable pudeur, car cette vieille rougit encore. Nonobstant, si on osait oser, un Suétone ou un Tacite, romancier pourrait exister, car le roman est spécialement l'histoire des mœurs, mise en récit et en drame, comme l'est souvent l'histoire elle-même. Et nulle autre différence que celle-ci. C'est que l'un, le roman, met ses mœurs sous le couvert de personnes d'invention, et que l'autre, l'histoire, donne les noms et les adresses. Seulement le roman creuse bien plus avant que l'histoire. Il a un idéal, et l'histoire n'en a pas, elle est bridée par la réalité. Le roman tient aussi bien plus longtemps la scène. Lovelace dure plus dans Richardson que Tibère dans Tacite. Mais si Tibère dans Tacite était détaillé comme Lovelace dans Richardson, croyez-vous que l'histoire y perdrait et que Tacite ne serait pas plus terrible? Certes, je n'ai pas peur d'écrire que Tacite, comme peintre, n'est pas au niveau de Tibère comme modèle, et que, malgré tout son génie, il en est resté écrasé. Et ce n'est pas tout. À cette faïence inexplicable mais frappante dans la littérature, quand on la compare dans sa réalité avec la réputation qu'elle a, ajoutez la physionomie que le crime a pris par ce temps d'ineffables et de délicieux progrès. L'extrême civilisation enlève au crime son effroyable poésie et ne permet pas à l'écrivain de la lui restituer. Ce serait par trop horrible, disent les âmes qui veulent qu'on enjolive tout, même l'affreux. Bénéfice de la philanthropie, d'imbéciles criminalistes diminue la pénalité, et d'ineptes moralistes le crime. Et encore, ils ne le diminuent que pour diminuer la pénalité. Cependant, les crimes de l'extrême civilisation sont certainement plus atroces que ceux de l'extrême barbarie par le fait de leur raffinement, de la corruption qu'ils supposent, et de leur degré supérieur d'intellectualité. L'Inquisition le savait bien. À une époque où la foi religieuse et les mœurs publiques étaient fortes, l'Inquisition, ce tribunal qui jugeait la pensée, cette grande institution dont l'idée seule tortille nos petits nerfs et escarbouille nos têtes de linotte, l'Inquisition savait bien que les crimes spirituels étaient les plus grands, et elle les châtiait comme tels. Et de fait, si ces crimes parlent moins au sens, ils parlent plus à la pensée, et la pensée, en fin de compte, est ce qu'il y a de plus profond en nous. Il y a donc, pour le romancier, tout un genre de tragique inconnu à tirer de ces crimes, plus intellectuels que physiques, qui semblent moins des crimes à la superficialité des vieilles sociétés matérialistes, parce que le sang n'y coule pas, et que le massacre ne s'y fait que dans l'ordre des sentiments et des mœurs. C'est ce genre de tragique dont on a voulu donner ici un échantillon, en racontant l'histoire d'une vengeance de la plus épouvantable originalité, dans laquelle le sang n'a pas coulé, et où il n'y a eu ni fer ni poison. Un crime civilisé, enfin, dont rien n'appartient à l'invention de celui qui le raconte, si ce n'est la manière de le raconter. Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue basse du Rempart qui, dans ce temps-là, méritait bien son nom de rue basse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de deux escaliers. Cette excavation qui n'existe plus et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour, était fort mal hanté quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre, à peu près, de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard Formant-Terrasse et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à porte cochère et quelques magasins de bric-à-brac,
Il y avait un passage étroit et non couvert où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte, et qui conduisait, le long d'un mur et des maisons en construction, jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée, sans hésitation et sans embarras, dans la suspecte noirceur de ce passage. C'était un élégant que ce jeune homme, un gant jaune, comme on disait des élégants de ce temps-là. Il avait dîné longuement au café de Paris et il était venu, tout en mâchonnant son cure-dent, se placer contre la balustrade à mi-corde Tortoni, à présent supprimée, et guigner de là les femmes qui passaient le long du boulevard. Celle-là était justement passée plusieurs fois devant lui, et quoique cette circonstance, ainsi que la mise trop voyante de cette femme et le tortillement de sa démarche fussent de suffisantes étiquettes, quoique ce jeune homme, qui s'appelait Robert de Trésigny, fût horriblement blasé et qu'il revint d'Orient, où il avait vu l'animal femme dans toutes les variétés de son espèce et de ses races, à la 5e passe de cette déambulante du soir, il l'avait suivie, chiennement, comme il disait en se moquant de lui-même, car il avait la faculté de se regarder faire et de se juger à mesure qu'il agissait, sans que son jugement, très souvent contraire à son acte, empêchât son acte, ou que son acte nuisît à son jugement. Asymptote terrible. Trésigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le jocrisse de ses sensations, et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin déjà froidi et très compliqué de cette époque positive, un libertin fortement intellectualisé, qui avait assez réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe, et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait inspiré la curiosité, qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle. Il avait donc quitté sa balustrade et suivi, très résolu à pousser à fin la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui, déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille du plus bas étage, mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut, et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur qui l'eût sauvée de l'abjection de la rue, car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable, en réplique, y plante immédiatement un sot pour l'entretenir. Et puis encore, il avait, ce Robert de Trésigny, une autre raison pour la suivre que la souveraine beauté que ne voyaient peut-être pas ces Parisiens, si peu connaisseurs en beauté vraie et dont l'esthétique, démocratisée comme le reste, manque particulièrement de hauteur. Cette femme était pour lui une ressemblance. Elle était cet oiseau moqueur qui joue le rossignol dont parle Byron dans ses mémoires avec tant de mélancolie. Elle lui rappelait une autre femme vue ailleurs. Il était sûr, absolument sûr que ce n'était pas elle, mais elle lui ressemblait à s'y méprendre, si se méprendre n'avait pas été impossible. Et il en était, du reste, plus attiré que surpris, car il avait assez d'expérience comme observateur pour savoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup moins de variété qu'on ne croit dans les figures humaines, dont les traits sont soumis à une géométrie étroite et inflexible, et peuvent se ramener à quelques types généraux. La beauté est une. Seule la laideur est multiple, et encore sa multiplicité est bien vite épuisée. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme à travers les lignes correctes ou incorrectes, pures ou tourmentées du visage. Trésigny se disait confusément tout cela, en mettant son pas dans le pas de cette femme qui marchait le long du boulevard, sinueusement, et le coupait comme une faux, plus fière que la reine de Saba du Tintoret lui-même, dans sa robe de satin safran au ton d'or, cette couleur aimée des jeunes romaines, et dont elle faisait, en marchant, miroiter et crier les plis glacés et luisants comme un appel aux armes. Exagérément cambrée, comme il est rare de l'être en France, elle s'étreignait dans un magnifique châle turc à larges raies blanches écarlatées or, et la plume rouge de son chapeau blanc splendide de mauvais goût lui vibrait jusque sur l'épaule. On se souvient qu'à cette époque, les femmes portaient des plumes penchées sur leur chapeau, qu'elles appelaient des plumes en sol pleureur. Mais rien ne pleurait en cette femme, et la sienne exprimait bien autre chose que la mélancolie. Trésigny, qui croyait qu'elle allait prendre la rue de la Chaussée-d'Antin, étincelante de ses 1000 becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d'elle-même et des soies qu'elle traînait, s'enfoncer dans la rue basse du Rempart, la honte du boulevard de ce temps. Et l'élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita avant d'entrer là-dedans. Mais ce ne fut guère qu'une seconde. La robe d'or, perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l'unique réverbère qui les tatouait d'un point lumineux, reluisit au loin, et il s'élança pour la rejoindre.
Il n'eut pas grand-peine, elle l'attendait, sûre qu'il viendrait. Et ce fut alors qu'au moment où il la rejoignit, elle lui projeta bien en face pour qu'il pût en juger, son visage, et lui campa ses yeux dans les yeux, avec toute l'effronterie de ce métier. Il fut littéralement aveuglé de la magnificence de ce visage empâté de vermillon, mais d'un brun doré comme les ailes de certains insectes, et que la clarté blême, tombant en maigres filets du réverbère, ne pouvait pas pâlir. « Vous êtes espagnol » fit Tressini, qui venait de reconnaître un des plus beaux types de cette race. « Si, » répondit-elle. Être espagnol à cette époque-là, c'était quelque chose. C'était une valeur sur la place. Les romans d'alors, le théâtre de Clara Gazul, les poésies d'Alfred de Musset, les danses de Mariano Cambrupi et de Dolores Serral faisaient excessivement priser les femmes oranges aux joues de grenade, et qui se vantaient d'être espagnoles ne l'étaient pas toujours, mais on s'en vantait. Seulement, elle ne sembla pas plus tenir à sa qualité d'espagnole qu'à toute autre chose qu'elle aurait fait chatoyer, et en français. « Viens-tu » lui dit-elle à brûle-pourpoint, et avec le tutoiement qu'aurait eu la dernière fille de la rue des Poulies, existante aussi alors. Vous la rappelez-vous? Une immondice. Le ton, la voix déjà rauque, cette familiarité prématurée, ce tutoiement si divin, le ciel sur les lèvres d'une femme qui vous aime et qui devient la plus sanglante des insolences dans la bouche d'une créature pour qui vous n'êtes qu'un passant, aurait suffi pour dégriser Tressini par le dégoût. Mais le démon le tenait. La curiosité pimentée de convoitise dont il avait été mordu, en voyant cette fille qui était plus pour lui que de la chair superbe tassée dans du satin, lui aurait fait avaler non pas la pomme d'Ève, mais tous les crapauds d'une crapaudière. « Pardieu, dit-il, si je viens, comme si elle pouvait en douter, je me mettrai à la lessive demain, pensa-t-il. Ils étaient au bout du passage par lequel on gagnait la rue des Mathurins. Ils s'y engagèrent. Au milieu des énormes moellons qui gisaient là, et des constructions qui s'y élevaient, une seule maison restait debout sur sa base, sans voisine, étroite, laide, rechignée, tremblante, qui semblait avoir vu bien du vice et bien du crime à tous les étages de ces vieux murs ébranlés, et qui avait peut-être été laissée là pour en voir encore, se dresser d'un noir plus sombre dans un ciel déjà noir. Longue perche de maisons aveugles, car aucune de ces fenêtres, et les fenêtres sont les yeux des maisons, n'était éclairée, et qui avait l'air de vous raccrocher en tâtonnant dans la nuit. Cette horrible maison avait la classique porte entrebâillée des mauvais lieux, et au fond d'une ignoble allée, l'escalier dont on voit quelques marches éclairées d'en haut par une lumière honteuse et sale. La femme entra dans cette allée étroite, qu'elle emplit de la largeur de ses épaules et de l'ampleur foisonnante et frissonnante de sa robe, et d'un pied accoutumé à de pareilles ascensions, elle monta lestement l'escalier en colimaçon, image juste car cet escalier en avait la viscosité. Chose inaccoutumée à ces bouges, en montant, cet abominable escalier s'éclairait. Ce n'était plus la lueur épaisse du quinquet pu en l'huile qui rampait sur les murs du premier étage, mais une lumière qui, au second, s'élargissait et s'épanouissait jusqu'à la splendeur. Deux griffes de bronze, chargées de bougies incrustées dans le mur, illuminaient avec un faste étrange une porte, commune d'aspect, sur laquelle était collée, pour qu'on sût chez qui on entrait, la carte où ces filles mettent leur nom, pour que, si elles ont quelque réputation et quelque beauté, le pavillon couvre la marchandise. Surpris de ce luxe si déplacé en pareil lieu, Tressini fit plus attention à ses torchères, d'un style presque grandiose, qu'une puissante main d'artiste avait tordu, qu'à la carte et au nom de la femme, qu'il n'avait pas besoin de savoir puisqu'il l'accompagnait. En les regardant, pendant qu'elle faisait tourner une clé dans la serrure de cette porte si bizarrement ornée et inondée de lumière, le souvenir lui revint des surprises des petites maisons du temps de Louis XV. Cette fille-là aura lu, pensa-t-il, quelques romans ou quelques mémoires de ce temps, et elle aura eu la fantaisie de mettre un joli appartement plein de voluptueuses coquetteries, là où on ne l'aurait jamais soupçonné. Mais ce qu'il trouva, la porte une fois ouverte, dut redoubler son étonnement, seulement dans un sens opposé. Ce n'était en effet que l'appartement trivial et désordonné de ces filles-là. Des robes jetées çà et là confusément sur tous les meubles, et un lit vaste, le champ de manœuvre, avec les immorales glaces au fond et au plafond de l'alcôve, disaient bien chez qui on était. Sur la cheminée, des flacons qu'on n'avait pas pensé à reboucher, avant de repartir pour la campagne du soir, croisaient leurs parfums dans l'atmosphère tiède de cette chambre où l'énergie des hommes devait se dissoudre à la troisième respiration. Deux candélabres allumés, du même style que ceux de la porte, brûlaient des deux côtés de la cheminée. Partout, des peaux de bêtes faisaient tapis par-dessus le tapis. On avait tout prévu. Enfin, une porte ouverte laissait voir, par-dessous ses portières, un mystérieux cabinet de toilette, la sacristie de ses prêtresses. Mais tous ces détails,
Tressigny ne l'y vit que plus tard. Tout d'abord, il ne vit que la fille chez laquelle il venait de monter. Sachant où il était, il ne se gêna pas. Il se mit sans façon sur le canapé, attirant entre ses genoux cette femme qui avait ôté son chapeau et son châle, et qui les avait jetés sur le fauteuil. Il la prit à la taille, comme s'il l'eût bouclée entre ses deux mains jointes, et la regarda ainsi de bas en haut comme un buveur qui lève au jour, avant de le boire, le verre de vin qu'il va sabler. Ses impressions du boulevard n'avaient pas menti. Pour un dégustateur de femmes, pour un homme blasé mais puissant, elle était véritablement splendide. La ressemblance qui l'avait tant frappé dans les lueurs mobiles et coupées d'ombre du boulevard, cette femme l'avait toujours, en pleine lumière fixe. Seulement, celle à qui elle le faisait penser n'avait pas sur son visage, aux traits si semblables qu'ils en paraissaient identiques, cette expression de fierté résolue et presque terrible que le diable, ce père joyeux de toutes les anarchies, avait refusé à une duchesse et avait donné, pourquoi en faire, à une demoiselle du boulevard. Quand elle eut la tête nue, avec ses cheveux noirs, sa robe jaune, ses larges épaules dont ses hanches dépassaient encore la largeur, elle rappelait la Judith de Vernet, un tableau de ce temps, mais par le corps plus fait que pour l'amour et par le visage plus féroce encore. Cette férocité sombre venait peut-être d'un pli qui se creusait entre ses deux beaux sourcils, qui se prolongeait jusque dans les tempes, comme Tressigny en avait vu à quelques Asiatiques en Turquie, et elle les rapprochait dans une préoccupation si continue qu'on aurait dit qu'ils étaient barrés. Souffle-temps contraste. Cette fille avait la taille de son métier, elle n'en avait pas la figure. Ce corps de courtisane qui disait si éloquemment « prends », cette coupe d'amour aux flancs arrondis qui invitait la main et les lèvres, était surmontée d'un visage qui aurait arrêté le désir par la hauteur de sa physionomie et pétrifié dans le respect la volupté la plus brûlante. Heureusement, le sourire volontairement assoupli de la courtisane, et dont elle savait profaner la courbure idéalement dédaigneuse de ses lèvres, ralliait bientôt à elle ce que la fierté cruelle de son visage aurait épouvanté. Au boulevard, elle promenait ce raccrochant sourire, étalé impudiquement sur ses lèvres rouges. Mais au moment où Tressigny la tenait debout entre ses genoux, elle était sérieuse, et sa tête respirait quelque chose de si étrangement implacable qu'il ne lui manquait que le sabre recourbé aux mains pour que ce dandy de Tressigny pût sans fatuité se croire Holoferne. Il lui prit ses mains désarmées, et il s'en attesta la beauté suzeraine. Elle lui laissait faire silencieusement tout cet examen de sa personne, et elle le regardait aussi, non pas avec la curiosité futile ou sordidement intéressée de ses pareils, qui, en vous regardant, vous soupèsent comme de l'or suspect. Évidemment, elle avait une autre pensée que celle du gain qu'elle allait faire ou du plaisir qu'elle allait donner. Il y avait dans les ailes ouvertes de ce nez, aussi expressives que des yeux et par où la passion, comme par les yeux, devait jeter des flammes, une décision suprême, comme celle d'un crime qu'on va accomplir. Si l'implacabilité de ce visage était par hasard l'implacabilité de l'amour et des sens, quelle bonne fortune pour elle et pour moi, dans ce temps d'épuisement, pensa Tressigny, qui, avant de s'en passer la fantaisie, la détaillait comme un cheval anglais. Lui, l'expérimenté, le fort critique en fait de femme, qui avait marchandé les plus belles filles sur le marché d'Andrinople, et qui savait le prix de la chair humaine, quand elle avait cette couleur et cette densité, jeta pour 2 heures de celle-ci une poignée de louis dans une coupe de cristal bleu, posée à niveau de main sur une console, et qui, probablement, n'avait jamais reçu tant d'or. « Ah, je te plais donc !» s'écria-t-elle audacieusement et prête à tout, sous l'action du geste qu'il venait de faire, peut-être impatientée de cet examen dans lequel la curiosité semblait plus forte que le désir, ce qui, pour elle, était une perte de temps ou une insolence. « Laisse-moi ôter tout cela !» ajouta-t-elle, comme si sa robe lui eût pesé, et en faisant sauter les 2 premiers boutons de son corsage. Elle s'arracha de ses genoux pour aller dans le cabinet de toilette d'à côté. Prosaïque détail, voulait-elle ménager sa robe ? La robe, c'est l'outil de ces travailleuses. Tressigny, qui rêvait devant ce visage l'inassouvissement de Messaline, retomba dans la plate banalité. Il se sentit de nouveau chez la fille de Paris, malgré la sublimité d'une physionomie qui jurait cruellement avec le destin de celle qu'il avait. « Bah, pensa-t-il encore, la poésie n'est jamais qu'à la peau avec ses drôlesses, et il ne faut la prendre que là où elle est. » Et il se promit de l'y prendre, mais il la trouva aussi ailleurs, et là où, certes, il ne se doutait pas qu'elle fût la poésie. Jusque-là, en suivant cette femme, il n'avait obéi qu'à une irrésistible curiosité et à une fantaisie sans noblesse. Mais quand celle qui les lui avait si vite inspirée sortit du cabinet de toilette, où elle était allée se défaire de tous les caparaçons du soir, et qu'elle revint vers lui dans le costume, qui n'en était pas un, de gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d'une beauté que son œil exerçait, cet œil de sculpteur qu'ont les hommes à femmes,
n'avait pas, au boulevard, deviné tout entière, à travers les souffles révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup au lieu d'elle par cette porte ne l'aurait pas mieux foudroyée. Elle n'était pas entièrement nue, mais c'était pis. Elle était bien plus indécente, bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus et la nudité est chaste. C'est même la bravoure de la chasteté. Mais cette fille, scélératement impudique, qui se serait allumée elle-même comme une des torches vivantes des jardins de Néron, pour mieux incendier les sens des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait combiné la transparence insidieuse des voiles et l'osé de la chair avec le génie et le mauvais goût d'un libertinage atroce, car, qui ne le sait, en libertinage le mauvais goût est une puissance. Par le détail de cette toilette, monstrueusement provocante, elle rappelait à Tressigny cette statuette indescriptible devant laquelle il s'était parfois arrêté, exposée qu'elle était chez tous les marchands de bronze du Paris d'alors, et sur le socle de laquelle on ne lisait que ce mot mystérieux, Madame Husson. Dangereux rêve obscène, le rêve était ici une réalité. Devant cette irritante réalité, devant cette beauté absolue mais qui n'avait pas la froideur qu'a trop souvent la beauté absolue, Tressigny, retour de Turquie, aurait été le plus blasé des pachas à trois queues qui eût retrouvé l'essence d'un chrétien, et même d'un anachorète. Aussi, quand, très sûre des bouleversements qu'elle était accoutumée à produire, elle vint impétueusement à lui et qu'elle lui poussa à hauteur de la bouche l'éventaire des magnificences savoureuses de son corsage, avec le mouvement retrouvé de la courtisane qui tente le sein dans le tableau de Paul Véronèse, Robert de Tressigny, qui n'était pas un saint, eut la fringale de ce qu'elle lui offrait, et il la prit dans ses bras, cette brutale tentatrice, avec une fougue qu'elle partagea, car elle s'y était jetée. Se jetait-elle ainsi dans tous les bras qui se fermaient sur elle? Si supérieure qu'elle fût dans son métier ou dans son art de courtisane, elle fut ce soir-là d'une si furieuse et si hennissante ardeur que même l'emportement de sens exceptionnel ou malade n'aurait pas suffi pour l'expliquer. Était-elle au début de cette horrible vie de fille pour la faire avec une semblable furie? Mais vraiment, c'était quelque chose de si fauve et de si acharné qu'on aurait dit qu'elle voulait laisser sa vie ou prendre celle d'un autre dans chacune de ses caresses. En ce temps-là, ces pareils à Paris qui ne trouvaient pas assez sérieux le joli nom de Laurette que la littérature leur avait donné et qu'a immortalisé Gavarni, se faisaient appeler orientalement des panthères. Eh bien, aucune d'elles n'aurait mieux justifié ce nom de panthère. Elle en eut ce soir-là la souplesse, les enroulements, les bonds, les égratignements et les morsures. Tressigny put s'attester qu'aucune des femmes qui lui étaient jusque-là passées par les bras ne lui avait donné les sensations inouïes que lui donna cette créature, folle de son corps à rendre la folie contagieuse, et pourtant, il avait aimé Tressigny. Mais faut-il le dire à la gloire ou à la honte de la nature humaine? Il y a dans ce qu'on appelle le plaisir, avec trop de mépris peut-être, des abîmes tout aussi profonds que dans l'amour. Était-ce dans ces abîmes qu'elle le roula comme la mer roule un fort nageur dans les siens? Elle dépassa, et bien au-delà, ses plus coupables souvenirs de mauvais sujets, et même jusqu'au rêve d'une imagination comme la sienne, tout à la fois violente et corrompue. Il oublia tout, et ce qu'elle était, et ce pourquoi il était venu, et cette maison, et cet appartement dont il avait eu presque en y entrant la nausée. Positivement, elle lui soutira son âme à lui, dans son corps à elle. Elle lui enivra jusqu'au délire des sens difficiles à griser. Elle le combla enfin de telle volupté qu'il arriva un moment où l'athée à l'amour, le sceptique à tout, eut la pensée folle d'une fantaisie éclose tout à coup dans cette femme qui faisait marchandise de son corps. Oui, Robert de Tressigny, qui avait presque dans la trempe la froideur d'acier de son patron Robert Lovelace, crut avoir inspiré au moins un caprice à cette prostituée qui ne pouvait être ainsi avec tous les autres, sous peine de bientôt périr consumé. Il le crut 2 minutes, comme un imbécile, cet homme si fort, mais la vanité qu'elle avait allumée, au feu d'un plaisir cuisant comme l'amour, eut soudainement entre 2 caresses le petit frisson d'un doute subit. Une voix lui cria du fond de son être « Ce n'est pas toi qu'elle aime en toi », car elle venait de la surprendre dans le temps où elle était le plus panthère et le plus souplement nouée à lui, distraite de lui, et toute perdue dans l'absorbante contemplation d'un bracelet qu'elle avait au bras et sur lequel Tressigny avisa le portrait d'un homme. Quelques mots en langues espagnoles que Tressigny, qui ne savait pas cette langue, ne comprit pas, mêlés à ses cris de bacchante, lui semblèrent à l'adresse de ce portrait. Alors, l'idée qu'il posait pour un autre, qu'il était là pour le compte d'un autre, ce fait malheureusement si commun dans nos misérables mœurs avec l'état surchauffé et dépravé de nos imaginations, ce dédommagement de l'impossible dans les âmes enragées qui ne peuvent avoir l'objet de leur désir et qui se jettent sur l'apparence, se saisit violemment de son esprit et le glaça de férocité.
Dans un de ces accès de jalousie absurde et de vanité tigre dont l'homme n'est pas maître, il lui saisit le bras durement, et voulut voir ce bracelet qu'elle regardait avec une flamme qui, certainement, n'était pas pour lui quand tout de cette femme devait être à lui dans un pareil moment. « Montre-moi ce portrait, » lui dit-il avec une voix encore plus dure que sa main. Elle avait compris, mais sans orgueil. « Tu ne peux pas être jaloux d'une fille comme moi, » lui dit-elle. Seulement ce ne fut pas le mot de fille qu'elle employa. Non à la stupéfaction de Tressigny, elle se rima elle-même en teint, comme un crocheteur qui l'aurait insulté. « Tu veux le voir » ajouta-t-elle. « Eh bien, regarde !» Elle lui coula près des yeux son beau bras, fumant encore de la sueur enivrante du plaisir auquel il venait de se livrer. C'était le portrait d'un homme laid, chétif, au teint olive, aux yeux noirs jaunes, très sombres, mais non pas sans noblesse, l'air d'un bandit ou d'un grand d'Espagne. Et il fallait bien que ce fût un grand d'Espagne, car il avait au cou le collier de la toison d'or. « Où as-tu pris cela » fit Tressigny qui pensa « Elle va me faire un conte. Elle va me débiter la séduction d'usage, le roman du premier, l'histoire connue qu'elle débite toute. »« Pris » répartit-elle révoltée. « C'est bien lui, Paul Dios, qui me l'a donné. »« Qui ? Lui ? Ton amant ? Sans doute, » dit Tressigny. « Tu l'auras trahi, il t'aura chassé et tu auras roulé jusqu'ici. »« Ce n'est pas mon amant, » fit-elle froidement avec l'insensibilité du bronze à l'outrage de cette supposition. « Peut-être ne l'est-il plus, » dit Tressigny, « mais tu l'aimes encore, je l'ai vu tout à l'heure dans tes yeux. » Elle se mit à rire amèrement. « Ah, tu ne connais donc rien ni à l'amour ni à la haine, » s'écria-t-elle. « Aimer cet homme ? Mais je l'exècre, c'est mon mari. »« Ton mari ? » ?»« Oui, mon mari, » fit-elle, « le plus grand seigneur des Espagnes, 3 fois duc, 4 fois marquis, 5 fois comte, grand d'Espagne à plusieurs grandesses, toison d'or. Je suis la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. » Tressigny, presque terrassé par ces incroyables paroles, n'eut pas le moindre doute sur la vérité de cette renversante affirmation. Il était sûr que cette fille n'avait pas menti, il venait de la reconnaître, la ressemblance qui l'avait tant frappé au boulevard était justifiée. Il l'avait rencontrée déjà, et il n'y avait pas si longtemps. C'était à Saint-Jean-de-Leuze, où il était allé passer la saison des bains une année. Précisément cette année-là, la plus haute société espagnole s'était donné rendez-vous sur la côte de France, dans cette petite ville qui est si près de l'Espagne qu'on s'y rêverait en Espagne encore, et que les Espagnols les plus épris de leur péninsule peuvent y venir en villégiature sans croire faire une infidélité à leur pays. La duchesse de Sierra Leone avait habité tout un été cette bourgade, si profondément espagnole par les mœurs, le caractère, la physionomie, les souvenirs historiques. Car on se rappelle que c'était là que furent célébrées les fêtes du mariage de Louis XIV, le seul roi de France qui, par parenthèse, ait ressemblé à un roi d'Espagne, et que c'est là aussi que vint échouer, après son naufrage, la grande fortune dématée de la princesse des Ursins. La duchesse de Sierra Leone était alors, disait-on, dans la lune de miel de son mariage avec le plus grand et le plus opulent seigneur de l'Espagne. Quand, de son côté, Tressigny arriva dans ce nid de pêcheurs qui a donné les plus terribles flibustiers au monde, elle y étalait un faste qu'on n'y connaissait plus depuis Louis XIV, et parmi ces basquaises qui, en fait de beauté, ne craignent la rivalité de personne, avec leur taille de sanéphore antique, et leurs yeux d'aigue marine si pâlement pères, une beauté qui pourtant terrassait la leur. Attiré par cette beauté, et d'ailleurs d'une naissance et d'une fortune à pouvoir pénétrer dans tous les mondes, Robert de Tressigny s'efforça d'aller jusqu'à elle, mais le groupe de société espagnole dont la duchesse était la souveraine, strictement fermé cette année-là, ne s'ouvrit à aucun des Français qui passèrent la saison à Saint-Jean-de-Leuze. La duchesse, entrevue de loin ou sur les dunes du rivage ou à l'église, repartit sans qu'il pût la connaître, et, pour cette raison, elle lui était restée dans le souvenir comme un de ces météores, d'autant plus brillants dans notre mémoire qu'ils ont passé et que nous ne les reverrons jamais. Il parcourut la Grèce et une partie de l'Asie, mais aucune des créatures les plus admirables de ces pays où la beauté tient tant de place qu'on ne conçoit pas le paradis sans elle, ne put lui échapper la tenace et flamboyante image de la duchesse. Eh bien, aujourd'hui, par le fait d'un hasard étrange et incompréhensible, cette duchesse, admirée un instant et disparue, revenait dans sa vie par le plus incroyable des chemins. Elle faisait un métier infâme, il l'avait achetée. Elle venait de lui appartenir. Elle n'était plus qu'une prostituée, et encore de la prostitution la plus basse, car il y a une hiérarchie jusque dans l'infamie. La superbe duchesse de Sierra Leone, qu'il avait rêvé et peut-être aimé, le rêve étant si près de l'amour dans nos âmes, n'était plus, était-ce bien possible, qu'une fille du pavé de Paris ? C'était elle qui venait de se rouler dans ses bras tout à l'heure, comme elle s'était roulée probablement la veille dans les bras d'un autre, le premier venu comme lui, et comme elle se roulerait encore dans les bras d'un troisième demain.
Et qui sait, peut-être dans une heure. Ah, cette découverte abominable le frappait à la poitrine, et au front, d'un coup de massue de glace. L'homme en lui qui flambait, il n'y avait qu'une minute, qui dans son délire croyait voir courir du feu jusque sur les corniches de cet appartement, embrasé par ses sensations, restait désenivré, transi, écrasé. L'idée, la certitude que c'était là réellement la duchesse de Sierra Leone n'avait pas ranimé ses désirs, éteints aussi vite qu'une chandelle qu'on souffle, et ne lui avait pas fait remettre sa bouche avec plus d'avidité que la première fois au feu brûlant où il avait bu à pleine gorgée. En se révélant, la duchesse avait emporté jusqu'à la courtisane. Il n'y avait plus ici pour lui que la duchesse, mais dans quel état? Souillée, abîmée, perdue, une femme à la mer, tombée de plus haut que du rocher de Leucade, dans une mer de boue, immonde et dégoûtante à ne pouvoir l'y repêcher. Il la fixait d'un œil hébété, assise droite et sombre, métamorphosée et tragique de Messaline, changée tout à coup, il ne savait en quelle mystérieuse Agrippine, sur l'extrémité du canapé où ils s'étaient vautrés tous deux. Et l'envie ne le prenait pas de la toucher du bout du doigt, cette créature dont il venait de pétrir avec des mains idolâtres les formes puissantes pour s'attester que c'était bien là ce corps de femme qui l'avait fait bouillonner. Que ce n'était pas une illusion, qu'il ne rêvait pas, qu'il n'était pas fou. La duchesse, en émergeant à travers la fille, l'avait anéanti. Oui, lui dit-il, d'une voix qu'il s'arracha de la gorge où elle était collée, tant ce qu'il avait entendu l'avait strangulé. Je vous crois, il ne la tutoyait déjà plus, car je vous reconnais. Je vous ai vu à Saint-Jean-de-Leuze il y a 3 ans. À ce nom rappelé de Saint-Jean-de-Leuze, une clarté passa sur le front qui venait pour lui de s'envelopper, avec son incroyable aveu, dans de si prodigieuses ténèbres. Ah, dit-elle sous la lueur de ce souvenir, j'étais alors dans toutes les ivresses de la vie, et à présent, l'éclair était déjà éteint, mais elle n'avait pas baissé sa tête volontaire. Et à présent, dit Tressigny qui lui fit écho. À présent, reprit-elle, je ne suis plus que dans l'ivresse de la vengeance, mais je la ferai assez profonde, ajouta-t-elle avec une violence concentrée, pour y mourir dans cette vengeance, comme les mosquitos de mon pays qui meurent gorgés de sang dans la blessure qu'ils ont faite. Et lisant sur le visage de Tressigny, vous ne comprenez pas, dit-elle, mais je m'en vais vous faire comprendre. Vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas tout ce que je suis. Voulez-vous le savoir? Voulez-vous savoir mon histoire? Le voulez-vous? Reprit-elle avec une insistance exaltée. Moi, je voudrais la dire à tous ceux qui viennent ici. Je voudrais la raconter à toute la terre. J'en serais plus infâme, mais j'en serais mieux vengé. Dites-la, fit Tressigny, crocheté par une curiosité et un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti à ce degré ni dans la vie, ni dans les romans, ni au théâtre. Il lui semblait bien que cette femme allait lui raconter de ces choses comme il n'en avait pas entendu encore. Il ne pensait plus à sa beauté. Il la regardait comme s'il avait désiré assister à l'autopsie de son cadavre. Allait-elle le faire revivre pour lui? Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une pause. Et du coup, bonsoir Lord Marlin, merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que tu es aussi assidu au live, donc merci beaucoup Lord Marlin. Et le mouton fou qui nous rejoint, le mouton fou à petit nouveau. Comment vas-tu le mouton fou? Merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir. Alors le mouton fou, c'est la première fois que je tombe sur un stream de ce type et franchement c'est reposant. Merci le mouton fou, ça fait plaisir. J'avoue que je sais pas trop s'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de live. Moi ça fait 2 ans et demi que je fais ça je crois. 2 ans et demi que je fais des lives de lecture. Et jusqu'à présent, j'ai eu connaissance de 2 autres chaînes faisant aussi des lives de lecture, mais peut-être pas à une fréquence aussi importante. Enfin, en tout cas, de la connaissance que j'en ai eue, ils n'ont pas fait énormément de textes et ils se sont arrêtés assez vite, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me semble. Je crois pas qu'ils soient encore en activité. Je sais que j'en avais eu connaissance au début de mon activité. Genre, son activité, ça fait trop genre c'est son taf, quoi. Mais ouais, du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font la lecture. Ah si, j'avais vu aussi une femme russe, si je dis pas de bêtises,
Et apparemment, du coup, elle faisait ça un peu pour apprendre le français, entre guillemets. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme démarche. Enfin bref, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais en tout cas, merci beaucoup le mouton fou pour tes encouragements, j'ai envie de dire. C'est gentil, ça fait plaisir, ça fait zizir. J'espère que vous avez apprécié la première partie de ce live, la première partie de lecture de La vengeance d'une femme. Personnellement, je crois que des diaboliques entières. Alors je me rappelle, là je vais être franc, je me rappelle plus des 3 nouvelles parce que les 3 nouvelles on les a lues il y a de cela 2 ans. Par contre, des 3 dernières nouvelles qu'on a pu lire, je trouve que c'est une montée en puissance. C'est-à-dire que le live qu'on avait fait il y a du coup une semaine sur... Alors c'était laquelle? C'était... je me rappelle plus du titre. Sur... Oui, les dessous de cartes d'une partie de Whist, je l'ai trouvé bof, pas dingue, mais j'aimais beaucoup la fin. Celle qu'on a lue il y a 3 jours, un dîner daté, je l'ai trouvée encore une fois bof et assez longue, mais beaucoup plus intéressante. Et j'aimais beaucoup le personnage principal, si on peut dire. Par contre là, la lecture de ce soir, vraiment, je la surkiffe. Alors, certes, il y a encore de ci de là quelques réminiscences de la lourdeur du style de l'auteur, je dirais. Parce que c'est vrai que le style est vraiment lourd et descriptif. Mais je trouve quand même que déjà c'est beaucoup plus digeste que d'habitude. Donc je trouve là vraiment que c'est la meilleure nouvelle de Barbey d'Aurevilly que j'ai pu lire. Bon après j'ai lu que les Diaboliques donc ça en fait que 6. Mais en tout cas j'ai l'impression que c'est la meilleure que j'ai pu lire de Barbey d'Aurevilly. Et pour le moment le thème de l'histoire m'intéresse bien. Le style est beaucoup plus fluide je trouve. Et ouais je suis vraiment dedans là. Donc je suis très content de finir ces lives sur une bonne nouvelle. Même si... non, pas même si. En plus de cela, j'ai beaucoup aimé le tout début du texte, un peu en mode préface, entre guillemets, où pendant 2-3 pages, Barbey d'Aurevilly nous parle de la différence des drames dans la vraie vie et dans les romans. Et selon lui, les drames de la vraie vie dépassent toujours ceux des romans. Ça, c'est une expression courante, ça, je me rappelle plus, là, je l'ai plus sous... je l'ai plus dans ma tête, je l'ai plus sur la langue. Mince, c'est quoi l'expression déjà? La fiction dépasse souvent la réalité. Non, la réalité dépasse souvent la fiction, pardon. Et du coup, Barbey d'Aurevilly, vraisemblablement, est un peu de cet avis-là. Et je trouve ça intéressant, du coup. Et du coup, c'est marrant parce que je voulais spécifier en début de live que c'était une fiction. Et lui, dans son début de nouvelle, justement, dit que l'histoire qu'il tente de relater là, à part la manière dont il l'a racontée, c'est une histoire vraie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit au début de sa nouvelle. Après, c'est pas parce qu'un auteur nous dit que ce qu'il raconte c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il ait cette réflexion par rapport au drame de la réalité, au drame de la fiction, etc., etc. Enfin, je trouve ça très intéressant. Je vois à l'instant que notre ami Mirani vient de partir en live. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Mirani et à le suivre un de ses jours aussi. Mirani qui fait des lives de gaming et en ce moment qui fait beaucoup de lives sur World of Warcraft, Battle of Azeroth. Voilà. Du coup, Serra, moi j'ai vu que toi faire ce genre de stream. Fallen Angel, j'aime beaucoup cette nouvelle, je suis bien intrigué. Serra à nouveau, du coup, je suis venu au bon moment sur tes streams. Pourquoi tu es venu au bon moment, Serra? J'ai pas compris. Et du coup, oui, Serra, en effet, merci Fallen Angel. D'ailleurs, n'hésitez pas à expliquer aux gens qui arrivent. Alors, je sais que c'est un peu chiant, je vous force pas à le faire, mais si vous avez la bonté de cœur de le faire et que vous avez la motivation, ça serait hyper gentil. Quand des gens arrivent pendant que je suis en train de lire, si vous pouvez, si vous voyez qu'ils disent salut, parce que c'est arrivé de très nombreuses fois que quelqu'un arrive, ils disent salut, ils voient que je leur réponds pas, et du coup ils se barrent. Et du coup, n'hésitez pas à leur dire ah bah là, il te répond pas parce qu'il est en lecture, mais à la pause, il te répondra. Enfin voilà. Si vous avez l'occasion de le faire et pas la flemme, parce que je comprendrais que vous ayez la flemme, ce serait super gentil. Ah oui, d'accord, pardon, Serra.
Oui, bah oui, du coup, ouais, oui, c'est vrai que sous cet angle-là, tu as bien fait d'arriver ce soir. Je trouve vraiment que c'est la meilleure nouvelle de l'auteur. En tout cas, de ce que je m'en rappelle, c'est celle que je préfère personnellement. Et du coup, Serra, bah, même le mouton fou, même tous les nouveaux arrivants et même ceux qui sont habitués, n'hésitez pas si les lectures comme ça vous intéressent. Comme je disais, Serra par exemple dessine, c'est des choses qu'on peut faire. Enfin, comment dire? Je sais que plein de mes viewers me regardent dans plein de situations différentes et que je trouve ça vachement cool. Enfin, à chaque fois, ça me fait super plaisir quand on me raconte ça. Par exemple, il y en a qui m'écoutent en s'endormant. Ça, il y en a pas mal. Big up Wakina. Ça fait super plaisir en vrai. Il y en a qui m'écoutent dans les transports en commun, quand ils sont en train de faire une course ou quand ils vont en cours, etc. Et il y en a qui m'écoutent en dessinant, en peignant, en faisant le ménage. Enfin, je trouve ça super marrant. Et enfin, ouais, à chaque fois que vous me dites ce genre de choses, je suis là. Ah bon, d'accord, c'est rigolo. Enfin, Serra. Bon, là, pendant que tu lisais, je volais avec un avion. What? Serra, t'étais dans l'avion avec un simulateur. Ah ouais, je me disais, ouais. N'empêche, c'est quand même original. On l'avait jamais fait. Ouais, c'est fou. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, voilà, j'espère que vous kiffez la soirée. Le mouton fou qui a follow, merci le mouton fou. Désolé, je le vois que maintenant. Parfois, mes alertes déclenchent pas le son chez moi, et du coup, je sais pas si elles ont été faites ou pas. Enfin, bon, bref, en tout cas, le mouton fou, j'ai vu que tu avais follow. Merci pour ton follow, ça fait plaisir. Et du coup, on en arrive à 1 heure de live, en gros, parce que je vais rogner 6 minutes sur la rediffusion, parce que c'était 6 minutes d'attente, entre guillemets. Du coup, je pense qu'en effet, le live de ce soir va être beaucoup plus court que les 2 derniers lives qu'on a pu faire. C'est pas bien grave, l'important c'est pas la taille du live, c'est la qualité, n'est-ce pas? Et du coup, je pense qu'il reste grosso modo à peu près le même temps que ce qu'on vient de mettre à lire. Donc en enlevant la pause, en enlevant l'intro, je pense que vers 1h30, 1h40 de live, on aura terminé. Donc voilà, vers 22h45, grand maximum, je pense que le live sera terminé. Écoutez, je pense que cette pause a déjà duré pas mal de temps. Je me repose les cordes vocales de 3 secondes et on va être reparti, je pense. Ouais, je pense que c'est bien, je pense que c'est bien. En plus, ça me fait plaisir. Alors là, c'est juste purement satisfaction personnelle. Mais ça me fait plaisir parce que ce soir, j'ai l'impression de vraiment lire pas mal. Il y a des soirs où j'ai vraiment l'impression de galérer, de bredouiller, de baragouiner et de faire plein d'erreurs. Là, j'ai l'impression d'arriver plutôt bien à lire. Surtout que justement, ce que je vous disais, lors de lives divers et variés, parfois il y a des styles qui ne se... comment dire? Ouais, qui ne se prêtent pas très bien à l'oralité. Et là, vu que le style était un peu lourd, très descriptif, avec des phrases très très longues, des tonnes de juxtaposition, d'accumulation par juxtaposition à l'infini, et là, c'était pas toujours évident de le dire à l'oral. Mais là, ce soir, je trouve que ça coule beaucoup mieux. Donc je pense que le style est vraiment... Enfin, pas différent. On reconnaît le style quand même de Barbet de Révilly, mais plus fluide sur cette nouvelle. C'est cool. Par contre, comme je le disais, la découpe, je l'ai fait un peu n'importe où. Donc je vous rappelle les dernières phrases. Il ne pensait plus à sa beauté. Il la regardait comme s'il avait désiré assister à l'autopsie de son cadavre. Allait-elle le faire revivre pour lui? Et nous allons reprendre sur un dialogue. Donc voilà, au moins vous savez. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Serra, bonne écoute Salkia, bonne écoute Fallen Angel. Bonne écoute le mouton fou, bonne écoute Neiris, bonne écoute beaucoup trop de gens. J'en oublie peut-être, désolé, Salkia je l'ai dit je crois, je sais plus. Bref, bonne écoute à tout le monde, Lord Marlin aussi. Bonne écoute à tout le monde. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre et en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro de ce live. Je pense d'ici 30 minutes, je viens vous dire au revoir. Voilà. À tout à l'heure. La vengeance d'une femme, suite. Oui, reprit-elle.
J'ai voulu bien des fois déjà la raconter à ceux qui montent ici, mais ils n'y montent pas, disent-ils, pour écouter des histoires. Lorsque je la recommençais, ils m'interrompaient ou ils s'en allaient, brutes repus de ce qu'elles étaient venues chercher. Indifférents, moqueurs, insultants, ils m'appelaient menteuse ou bien folle, ils ne me croyaient pas, tandis que vous me croirez. Vous, vous m'avez vu à Saint-Jean-de-Leuze, dans toutes les gloires d'une femme heureuse au plus haut sommet de la vie, portant comme un diadème ce nom de Sierra Leone, que je traîne maintenant à la queue de ma robe dans toutes les fanges, comme on traînait à la queue d'un cheval autrefois le blason d'un chevalier déshonoré. Ce nom que je hais, et dont je ne me pars que pour l'avilir, est encore porté par le plus grand seigneur des Espagnes, et le plus orgueilleux de tous ceux qui ont le privilège de rester couverts devant sa majesté le roi. Car il se croit 10 fois plus noble que le roi. Pour le duc d'Arcos de Sierra Leone, que sont toutes les plus illustres maisons qui ont régné sur les Espagnes, Castille, Aragon, Transtamare, Autriche et Bourbon. Il est, dit-il, plus ancien qu'elle. Il descend, lui, des anciennes rois goths, et par Brunehilde, il est allié aux Mérovingiens de France. Il se pique de n'avoir dans les veines que de ce sangre azul, dont les plus vieilles races, dégradées par de mésalliances, n'ont plus maintenant que quelques gouttes. Don Cristobal d'Alcos, duc de Sierra Leone, et otros ducados ne s'étaient pas, lui, mes alliés en m'épousant. Je suis une Turcremata, de l'ancienne maison des Turcremata d'Italie, la dernière des Turcremata. Race qui finit en moi, bien digne du reste de porter ce nom de Turcremata, tour brûlé, car je suis brûlé à tous les feux de l'enfer. Le grand inquisiteur Torquemada, qui était un Turcremada d'origine, a infligé moins de supplices pendant toute sa vie qu'il n'y en a dans ce sein maudit. Il faut vous dire que les Turcremata n'étaient pas moins fiers que les Sierra Leone. Divisés en 2 branches également illustres, ils avaient été durant des siècles tout-puissants en Italie et en Espagne. Au XVe siècle, sous le pontificat d'Alexandre VI, les Borgia, qui voulurent, dans leur enivrement de la grande fortune de la papauté d'Alexandre, s'apparenter à toutes les maisons royales de l'Europe, se dirent nos parents. Mais les Turclemata repoussèrent cette prétention avec mépris, et 2 d'entre eux payèrent de leur vie cette audacieuse hauteur. Ils furent, dit-on, empoisonnés par César. Mon mariage avec le duc de Sierra Leone fut une affaire de race à race. Ni de son côté, ni du mien, il n'entra de sentiment dans notre union. C'était tout simple qu'une Turcremata épousât un Sierra Leone. C'était tout simple. Même pour moi, élevé dans la terrible étiquette des vieilles maisons d'Espagne, qui représentait celle de l'Escurial, dans cette dure et compressive étiquette, qui empêcherait les cœurs de battre si les cœurs n'étaient pas plus forts que ce corset de fer. Je fus un de ces cœurs-là. J'aimais Don Esteban. Avant de le rencontrer, mon mariage sans bonheur de cœur, j'ignorais même que j'en eus un, fut la chose grave qu'il était autrefois dans la cérémonieuse et catholique Espagne, et qui ne l'est plus, à présent, que par exception, dans quelques familles de haute classe qui ont gardé les mœurs antiques. Le duc de Sierra Leone était trop profondément espagnol pour ne pas avoir les mœurs du passé. Tout ce que vous avez entendu dire en France de la gravité de l'Espagne, de ce pays altier, silencieux et sombre, le duc l'avait et l'outrepassé. Trop fier pour vivre ailleurs que dans ces terres, il habitait un château féodal sur la frontière portugaise, et il s'y montrait dans toutes ses habitudes plus féodal que son château. Je vivais là, près de lui, entre mon confesseur et mes caméristes, de cette vie somptueuse, monotone et triste, qui aurait écrasé d'ennui toute âme plus faible que la mienne. Mais j'avais été élevée pour être ce que j'étais, l'épouse d'un grand seigneur espagnol. Puis j'avais la religion d'une femme de mon rang, et j'étais presque aussi impassible que les portraits de mes aïeuls qui ornaient les vestibules et les salles du château du Sierra Leone, et qu'on y voyait représentés, avec leurs grandes mines sévères, dans leurs gardes-enfants et sous leurs busques d'acier. Je devais ajouter une génération de plus à ces générations de femmes irréprochables et majestueuses, dont la vertu avait été gardée par la fierté comme une fontaine par un lion. La solitude dans laquelle je vivais ne pesait point sur mon âme, tranquille comme les montagnes de marbre rouge qui entourent Sierra Leone. Je ne soupçonnais pas que sous ces marbres dormait un volcan. J'étais dans les limbes d'avant la naissance, mais j'allais naître, et recevoir d'un seul regard d'homme le baptême du feu. Don Esteban, marquis de Vasconcelos, de race portugaise et cousin du duc, vint à Sierra Leone, et l'amour, dont je n'avais eu l'idée que par quelques livres mystiques, me tomba sur le cœur comme un aigle tombe à pic sur un enfant qui l'enlève et qui crie. Je criai aussi.
Je n'étais pas pour rien une Espagnole de vieille race. Mon orgueil s'insurgea contre ce que je sentais en présence de ce dangereux Esteban, qui s'emparait de moi avec cette révoltante puissance. Je dis au duc de le congédier sous un prétexte ou sous un autre, de lui faire au plus vite quitter le château, que je m'apercevais qu'il avait pour moi un amour qui m'offensait comme une insolence. Mais Don Cristobal me répondit comme le duc de Guise à l'avertissement que Henri III l'assassinerait. Il n'oserait. C'était le mépris du destin qui se vengea en s'accomplissant. Ce mot me jeta à Esteban. Elle s'arrêta un instant, et il l'écoutait, parlant cette langue élevée qui, à elle seule, lui aurait affirmé, s'il avait pu en douter, qu'elle était bien ce qu'elle disait, la duchesse de Sierra Leone. Ah, la fille du boulevard était alors entièrement effacée. On eût juré d'un masque tombé, et que la vraie figure, la vraie personne reparaissait. L'attitude de ce corps effréné était devenue chaste. Tout en parlant, elle avait pris derrière elle un châle oublié au dos du canapé, et elle s'en était enveloppée. Elle en avait ramené les plis sur ce sein maudit, comme elle l'avait nommé, mais auquel la prostitution n'avait pu enlever la perfection de sa rondeur et sa fermeté virginale. Sa voix même avait perdu la raucité qu'elle avait dans la rue. Était-ce une illusion produite par ce qu'elle disait? Mais il semblait à Tressini que cette voix était d'un timbre plus pur, qu'elle avait repris sa noblesse. Je ne sais pas, continua-t-elle, si les autres femmes sont comme moi, mais cet orgueil incrédule de Don Cristobal, ce dédaigneux et tranquille, il n'oserait, en parlant de l'homme que j'aimais, m'insulta pour lui qui, déjà dans le fond de mon être, avait pris possession de moi comme un dieu. Prouve-lui que tu oseras, lui dis-je, le soir même en lui déclarant mon amour. Je n'avais pas besoin de le lui dire. Esteban m'adorait depuis le premier jour qu'il m'avait vu. Notre amour avait eu la simultanéité de 2 coups de pistolet tirés en même temps, et qui tuent. J'avais fait mon devoir de femme espagnole en avertissant Don Cristobal. Je ne lui devais que ma vie, puisque j'étais sa femme, car le cœur n'est pas libre d'aimer. Et ma vie, il l'aurait prise très certainement en mettant à la porte de son château Don Esteban comme je le voulais. Avec la folie de mon cœur déchaîné, je serais morte de ne plus le voir, et je m'étais exposée à cette terrible chance. Mais puisque lui, le duc, mon mari, ne m'avait pas comprise, puisqu'il se croyait si au-dessus de Vasconcelos, qu'il lui paraissait impossible que celui-ci élevât les yeux et son hommage jusqu'à moi, je ne poussais pas plus loin l'héroïsme conjugal contre un amour qui était mon maître. Je n'essaierai pas de vous donner l'idée exacte de cet amour. Vous ne me croiriez peut-être pas, vous non plus. Mais qu'importe, après tout, ce que vous penserez. Croyez-moi ou ne me croyez pas, ce fut un amour tout à la fois brûlant et chaste, un amour chevaleresque, romanesque, presque idéal, presque mystique. Il est vrai que nous avions 20 ans à peine et que nous étions du pays des Bivards, d'Ignace de Loyola et de Sainte Thérèse. Ignace, ce chevalier de la Vierge, n'aimait pas plus purement la reine des cieux que ne m'aimait Vasconcelos. Et moi, de mon côté, j'avais pour lui quelque chose de cet amour extatique que Sainte Thérèse avait pour son époux divin. L'adultère fit donc. Est-ce que nous pensions que nous pouvions être adultères? Le cœur battait si haut dans nos poitrines, nous vivions dans une atmosphère de sentiments si transcendants et si élevés, que nous ne sentions en nous rien des mauvais désirs et des sensualités des amours vulgaires. Nous vivions en plein azur du soleil, seulement ce ciel était africain et cet azur était du feu. Un tel état d'âme aurait-il duré? Était-ce bien possible qu'il durât? Ne jouions-nous pas là sans le savoir, sans nous en douter, le jeu le plus dangereux pour de faibles créatures, et ne devions-nous pas être précipités dans un temps donné de cette hauteur immaculée? Esteban était pieux comme un prêtre, comme un chevalier portugais du temps d'Albuquerque. Moi je valais assurément moins que lui, mais j'avais en lui et dans la pureté de son amour une foi qui enflammait la pureté du mien. Il m'avait dans son cœur, comme une madone dans sa niche d'or, avec une lampe à ses pieds, une lampe inextinguible. Il aimait mon âme pour mon âme. Il était de ces rares amants qui veulent grande la femme qu'ils adorent. Il me voulait noble, dévouée, héroïque, une grande femme de ces temps où l'Espagne était grande. Il aurait mieux aimé me voir faire une belle action que de valser avec moi souffle à souffle. Si les anges pouvaient s'aimer entre eux devant le trône de Dieu, ils devraient s'aimer comme nous nous aimions. Nous étions tellement fondus l'un dans l'autre que nous passions de longues heures ensemble et seuls, la main dans la main, les yeux dans les yeux, pouvant tout, puisque nous étions seuls, mais tellement heureux que nous ne désirions pas davantage. Quelquefois,
Ce bonheur immense qui nous inondait nous faisait mal à force d'être intense, et nous désirions mourir, mais l'un avec l'autre, ou l'un pour l'autre, et nous comprenions alors le mot de sainte Thérèse, « Je meurs de ne pouvoir mourir ». Ce désir de la créature finie succombant sous un amour infini, et croyant faire plus de place à ce torrent d'amour infini par le brisement des organes et la mort. Je suis maintenant la dernière des créatures souillées, mais dans ce temps-là, croirez-vous que jamais les lèvres d'Esteban m'ont touché les miennes, et qu'un baiser déposé par lui sur une rose et repris par moi me faisait évanouir? Du fond de l'abîme d'horreur où je me suis volontairement plongé, je me rappelle à chaque instant pour mon supplice ces délices divines de l'amour pur dans lesquelles nous vivions, perdus et si transparents sans doute, dans l'innocence de cet amour sublime, que Don Cristobal n'eut pas grand-peine à voir que nous nous adorions. Nous vivions la tête dans le ciel. Comment nous apercevoir qu'il était jaloux, et de quelle jalousie? De la seule dont il fut capable, de la jalousie de l'orgueil. Il ne nous surprit pas, on ne surprend que ceux qui se cachent. Nous ne nous cachions pas. Pourquoi nous serions-nous cachés? Nous avions la candeur de la flamme en plein jour qu'on aperçoit dans le jour même, et d'ailleurs le bonheur débordait trop de nous pour qu'on ne le vît pas, et le duc le vit. Cela creva enfin les yeux à son orgueil, cette splendeur d'amour. Ah, Esteban avait osé, moi aussi. Un soir nous étions comme nous étions toujours, comme nous passions notre vie depuis que nous nous aimions, tête à tête, unis par le regard seul. Lui à mes pieds devant moi comme devant la Vierge Marie, dans une contemplation si profonde que nous n'avions besoin d'aucune caresse. Tout à coup, le duc entra avec deux noirs qu'il avait ramenés des colonies espagnoles, dont il avait été longtemps gouverneur. Nous ne les aperçûmes pas, dans la contemplation céleste qui enlevait nos âmes en les unissant, quand la tête d'Esteban tomba lourdement sur mes genoux. Il était étranglé. Les Noirs lui avaient jeté autour du cou ce terrible lasso avec lequel on étrangle au Mexique les taureaux sauvages. Ce fut la foudre pour la rapidité, mais la foudre qui ne me tua pas. Je ne m'évanouis point, je ne criai pas, nulle larme ne jaillit de mes yeux, je restai muette et rigide, dans un état sans nom d'horreur, d'où je ne sortis que par un déchirement de tout mon être. Je sentis qu'on m'ouvrait la poitrine, et qu'on m'en arrachait le cœur. Hélas, ce n'était pas à moi qu'on l'arrachait. C'était à Esteban, à ce cadavre d'Esteban, qui gisait à mes pieds, étranglé, la poitrine fendue, fouillé comme un sac par les mains de ces monstres. J'avais ressenti, tant j'étais par l'amour devenu lui, ce qu'aurait senti Esteban s'il avait été vivant. J'avais ressenti la douleur que ne sentait pas son cadavre, et c'était cela qui m'avait tiré de l'horreur dans laquelle je m'étais figé quand il me l'avait étranglé. Je me jetai à eux. « À mon tour !» leur criai-je. Je voulais mourir de la même mort, et je tendis ma tête à l'infâme lacet. Ils allaient la prendre. « On ne touche pas à la reine, fit le duc, cet orgueilleux duc qui se croyait plus que le roi, et il les fit reculer en les fouettant de son fouet de chasse. « Non, vous vivrez, madame, me dit-il, mais pour penser toujours à ce que vous allez voir. » Et il siffla. Deux énormes chiens sauvages accoururent. « Qu'on fasse manger, dit-il, le cœur de ce traître à ses chiens. Oh, à cela, je ne sais quoi se redressa en moi. Allons donc, venge-toi mieux, lui dis-je. C'est à moi qu'il faut le faire manger. Il resta comme épouvanté de mon idée. Tu l'aimes donc furieusement, reprit-il. Ah, je l'aimais d'un amour qu'il venait d'exaspérer. Je l'aimais à n'avoir ni peur ni dégoût de ce cœur saignant, plein de moi, chaud de moi encore, et j'aurais voulu le mettre dans le mien, ce cœur. Je le demandais à genoux, les mains jointes, je voulais épargner à ce noble cœur adoré, cette profanation impie, sacrilège. J'aurais communié avec ce cœur comme avec une hostie. N'était-il pas mon Dieu? La pensée de Gabrielle de Vergy, dont nous avions lu Esteban et moi tant de fois l'histoire ensemble, avait surgi en moi. Je l'enviais, je la trouvais heureuse d'avoir fait de sa poitrine un tombeau vivant à l'homme qu'elle avait aimé. Mais la vue d'un amour pareil rendit le duc atrocement implacable. Ces chiens dévorèrent le cœur d'Esteban devant moi. Je le leur disputai. Je me battis avec ces chiens. Je ne pus le leur arracher. Ils me couvrirent d'affreuses morsures et traînèrent et essuyèrent mes vêtements leurs gueules sanglantes. Elle s'interrompit. Elle était devenue livide à ses souvenirs. Et haletante, elle se leva d'un mouvement forcené et, tirant à elle un tiroir de commode par sa poignée de bronze, elle montra à Tressigny une robe en lambeaux teinte de sang à plusieurs places. « Tenez !» dit-elle, « c'était là le sang du cœur de l'homme que j'aimais et que je n'ai pu arracher au chien. Quand je me retrouve seul dans l'exécrable vie que je mène, quand le dégoût m'y prend, quand la boue m'en monte à la bouche et m'étouffe, quand le génie de la vengeance faiblit en moi, que l'ancienne duchesse revient et que la fille m'épouvante, je m'entortille dans cette robe, je vautre mon corps souillé dans ces plis rouges, toujours brûlants pour moi, et j'y réchauffe ma vengeance. C'est un talisman que ces haillons sanglants. Quand je les ai autour de moi,
Quand je les ai autour du corps, la rage de le venger me reprend aux entrailles, et je me retrouve de la force à ce qu'il me semble pour une éternité. » Tressini frémissait en écoutant cette femme effrayante. Il frémissait de ses gestes, de ses paroles, de sa tête devenue une tête de gorgone. Il lui semblait voir autour de cette tête les serpents que cette femme avait dans le cœur. Il commençait alors de comprendre. Le rideau se tirait. Ce mot de vengeance, qu'elle disait tant, qui lui flambait toujours aux lèvres. « La vengeance, oui, reprit-elle. Vous comprenez maintenant ce qu'elle est, ma vengeance. Ah, je l'ai choisie entre toutes comme on choisit de tous les genres de poignards celui qui doit faire le plus souffrir, le cric dentelé qui doit le mieux déchirer l'être abhorré qu'on tue. Le tuer simplement cet homme, et d'un coup, je ne le voulais pas. Avait-il tué lui Vasconcelos avec son épée comme un gentilhomme? Non, il l'avait fait tuer par des valets. Il avait fait jeter son cœur au chien et son corps au charnier peut-être. Je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Le tuer pour tout cela? Non, c'était trop doux et trop rapide. Il fallait quelque chose de plus lent et de plus cruel. D'ailleurs, le duc était brave. Il ne craignait pas la mort. Les Sierra Leone l'ont affronté à toutes les générations. Mais son orgueil, son immense orgueil, était lâche quand il s'agissait de déshonneur. Il fallait donc l'atteindre et le crucifier dans son orgueil. Il fallait donc déshonorer son nom, dont il était si fier. Eh bien, je me jurais que, ce nom, je le tremperais dans la plus infecte des boues, que je le changerais en honte, en immondice, en excrément, et pour cela je me suis faite ce que je suis, une fille publique, la fille Sierra Leone qui vous a raccroché ce soir. » Elle dit ces dernières paroles avec des yeux qui se mirent à étinceler de la joie d'un coup bien frappé. « Mais, dit Tressini, le sait-il, lui, le duc, ce que vous êtes devenu ?»« S'il ne le sait pas, il le saura un jour, » répondit-elle avec la sécurité absolue d'une femme qui a pensé à tout, qui a tout calculé, qui est sûre de l'avenir. Le bruit de ce que je fais peut l'atteindre d'un jour à l'autre, d'une éclaboussure de ma honte. Quelqu'un des hommes qui montent ici peut lui cracher au visage le déshonneur de sa femme, ce crachat qu'on ne suit jamais. Mais ce ne serait là qu'un hasard, et ce n'est pas un hasard que je livrerai ma vengeance. J'ai résolu d'en mourir pour qu'elle soit plus sûre. Ma mort l'assurera, en l'achevant. Tressini était dépaysé par l'obscurité de ces dernières paroles, mais elle en fit jaillir une hideuse clarté. « Je veux mourir où meurent les filles comme moi, » reprit-elle. « Rappelez-vous, il fut un homme sous François Ier qui alla chercher chez une de mes pareilles une effroyable et immonde maladie qu'il donna à sa femme pour en empoisonner le roi, dont elle était la maîtresse. Et c'est ainsi qu'il se vengea de tous les deux. Je ne ferai pas moins que cet homme. Avec ma vie ignominieuse de tous les soirs, il arrivera bien qu'un jour la putréfaction de la débauche saisira et rongera enfin la prostituée, et qu'elle ira tomber par morceaux et s'éteindre dans quelque honteux hôpital. Oh, alors ma vie sera payée, ajouta-t-elle avec l'enthousiasme de la plus affreuse espérance. Alors il sera temps que le duc de Sierra Leone apprenne comment sa femme, la duchesse de Sierra Leone, aura vécu, et comment elle meurt. Tressini n'avait pas pensé à cette profondeur dans la vengeance qui dépassait tout ce que l'histoire lui avait appris. Ni l'Italie du XVIe siècle, ni la Corse de tous les âges, ces pays renommés pour l'implacabilité de leurs ressentiments, n'offrait à sa mémoire un exemple de combinaison plus réfléchie et plus terrible que celle de cette femme qui se vengeait à même elle, à même son corps comme à même son âme. Il était effrayé de ce sublime horrible, car l'intensité dans les sentiments poussée à ce point est sublime. Seulement c'est le sublime de l'enfer. Et quand il ne le saurait pas, reprit-elle encore, redoublant d'éclairs sur son âme, moi, après tout, je le saurai. Je saurai ce que je fais chaque soir, que je bois cette fange, et que c'est du nectar, puisque c'est ma vengeance. Est-ce que je ne jouis pas, à chaque minute, de la pensée de ce que je suis? Est-ce que, au moment où je le déshonore, ce duc altier, je n'ai pas, au fond de ma pensée, l'idée enivrante que je le déshonore? Est-ce que je ne vois pas clairement dans ma pensée tout ce qu'il souffrirait s'il le savait? Ah, les sentiments comme les miens ont leur folie, mais c'est leur folie qui fait le bonheur. Quand je me suis enfui de Sierra Leone, j'ai emporté avec moi le portrait du duc pour lui faire voir à ce portrait, comme si ça avait été à lui-même les hontes de ma vie. Que de fois je lui ai dit, comme s'il avait pu me voir et m'entendre, « Regarde donc, regarde !» Et quand l'horreur me prend dans vos bras à tous vous autres, car elle m'y prend toujours, je ne puis pas m'accoutumer au goût de cette fange, j'ai pour ressource ce bracelet. Et elle leva son bras superbe d'un mouvement tragique. J'ai ce cercle de feu qui me brûle jusqu'à la moelle, et que je garde à mon bras malgré le supplice de l'y porter, pour que je ne puisse jamais oublier le bourreau des Sébanes, pour que son image excite mes transports, ces transports d'une haine vengeresse que les hommes sont assez bêtes et assez fats pour croire du plaisir qu'ils savent donner. Je ne sais pas ce que vous êtes, vous,
Mais vous n'êtes certainement pas le premier venu parmi tous ces hommes, et cependant vous avez cru, il n'y a qu'un instant, que j'étais encore une créature humaine, qu'il y avait encore une fibre qui vibrait en moi, et il n'y avait en moi que l'idée de venger Esteban du monstre dont voici l'image. Ah, son image, c'était pour moi comme le cou de l'éperon, large comme un sabre que le cavalier arabe enfonce dans le flanc de son cheval pour lui faire traverser le désert. J'avais, moi, des espaces de honte encore plus grands à dévorer, et je m'enfonçais cette exécrable image dans les yeux et dans le cœur, pour mieux bondir sous vous quand vous me teniez. Ce portrait, c'était comme si c'était lui, c'était comme s'il nous voyait par ses yeux peints, comme je comprenais l'envoûtement des siècles où l'on envoûtait, comme je comprenais le bonheur insensé de planter le couteau dans le cœur de l'image de celui qu'on eût voulu tuer. Dans le temps que j'étais religieuse, avant d'aimer cet Esteban qui a pour moi remplacé Dieu, j'avais besoin d'un crucifix pour mieux penser au crucifié, et au lieu de l'aimer, je l'aurais haï, j'eusse été une impie, que j'aurais eu besoin du crucifix pour mieux le blasphémer et l'insulter. Hélas, ajouta-t-elle, changeant de ton et passant de l'âpreté des sentiments les plus cruels aux douceurs poignantes d'une incroyable mélancolie. Je n'ai pas le portrait d'Esteban. Je ne le vois que dans mon âme. Et c'est peut-être heureux, ajouta-t-elle. Je l'aurai sous les yeux qu'il relèverait mon pauvre cœur, qu'il me ferait rougir des indignes abaissements de ma vie. Je me repentirai et je ne pourrai plus le venger. La Gorgone était devenue touchante, mais ses yeux étaient restés secs. Tressigny, ému d'une toute autre émotion que celle-là par lesquelles jusqu'ici elle l'avait fait passer, lui prit la main à cette femme qu'il avait le droit de mépriser, et il la lui baisa avec un respect mêlé de pitié. Tant de malheur et d'énergie la lui grandissaient. Quelle femme, pensait-il, si au lieu d'être la duchesse de Sierra Leone, elle avait été la marquise de Vasconcelos, elle eût, avec la pureté et l'ardeur de son amour pour Esteban, offert à l'admiration humaine quelque chose de comparable et d'égal à la grande marquise de Pesquer. Seulement, ajouta-t-il en lui-même, elle n'aurait pas montré et personne n'aurait jamais su quel gouffre de profondeur et de volonté était en elle. Malgré le scepticisme de son époque et l'habitude de se regarder faire et de se moquer de ce qu'il faisait, Robert de Tressigny ne se sentit point ridicule d'embrasser la main de cette femme perdue, mais il ne savait plus que lui dire. Sa situation vis-à-vis d'elle était embarrassée. En jetant son histoire entre elle et lui, elle avait coupé comme avec une hache ces liens d'une minute qu'il venait de nouer. Il y avait en lui un inexprimable mélange d'admiration, d'horreur et de mépris, mais il se serait trouvé de très mauvais goût de faire du sentiment ou de la morale avec cette femme. Il s'était souvent moqué des moralistes, sans mandat et sans autorité, qui pullulaient dans ce temps-là où, sous l'influence de certains drames et de certains romans, on voulait se donner des airs de relever comme des pots de fleurs renversées les femmes qui tombaient. Il était tout sceptique qu'il fût, doué d'assez de bons sentiments pour savoir qu'il n'y avait que le prêtre seul, le prêtre du Dieu rédempteur, qui pût relever de pareilles chutes. Et encore, croyait-il que, contre l'âme de cette femme, le prêtre lui-même se serait brisé. Il avait en lui une implication de choses douloureuses, et il gardait un silence plus pesant pour lui que pour elle. Elle, tout à la violence de ses idées et de ses souvenirs, continua. Cette idée de le déshonorer au lieu de le tuer, cet homme pour qui l'honneur comme le monde l'entend était plus que la vie, ne me vint pas tout de suite. Je fus longtemps à trouver cela. Après la mort de Vasconcelos, qu'on ne sut peut-être pas dans le château, dont le corps fut probablement jeté dans quelque oubliette avec les Noirs qui l'avaient assassiné, le duc ne m'adressa plus la parole, si ce n'est brièvement et cérémonieusement devant ses gens, car la femme de César ne doit pas être soupçonnée, et je devais rester aux yeux de tous l'impeccable duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Mais tête à tête, et entre nous, jamais un seul mot, jamais une allusion. Le silence, ce silence de la haine qui se nourrit d'elle-même et n'a pas besoin de parler. Don Cristobal et moi, nous luttions de force et de fierté. Je dévorais mes larmes, je suis une turcrémata, j'ai en moi la puissante dissimulation de ma race qui est italienne, et je me bronzais jusque dans les yeux pour qu'il ne pût pas soupçonner ce qui fermentait sous ce front de bronze ou couvait l'idée de ma vengeance. Je fus absolument impénétrable. Grâce à cette dissimulation qui boucha tous les jours de mon être par lesquels mon secret aurait pu filtrer, je préparai ma fuite de ce château dont les murs m'écrasaient, et où ma vengeance n'aurait pu s'accomplir que sous la main du duc, qui se serait vite levé. Je ne me confiai à personne. Est-ce que jamais mes duègnes ou mes caméristes avaient osé lever leurs yeux sur mes yeux pour savoir ce que je pensais? J'eus d'abord le projet d'aller à Madrid, mais à Madrid le duc était tout-puissant, et le filet de toutes les polices se serait refermé sur moi à son premier signal. Il m'y aurait facilement reprise,
et reprise une fois, il m'aurait jeté dans l'Inpatch et de quelques couvents, l'étouffé là, tué entre deux portes, supprimé du monde, de ce monde dont j'avais besoin pour me venger. Paris était plus sûr. Je préférais Paris. C'était une meilleure scène pour l'étalage de mon infamie et de ma vengeance. Et puisque je voulais qu'un jour tout cela éclatât comme la foudre, quelle bonne place pour que cette ville, le centre de tous les échos à travers laquelle passent toutes les nations du monde. Je résolus d'y vivre de cette vie de prostituée qui ne me faisait pas trembler, et d'y descendre impudemment jusqu'au dernier rang de ces filles perdues qui se vendent pour une pièce de monnaie, fût-ce à des goujats. Pieuse comme je l'étais avant de connaître Esteban, qui m'avait arraché Dieu de la poitrine pour s'y mettre à la place, je me levais souvent la nuit sans mes femmes, pour faire mes oraisons à la Vierge Noire de la chapelle. C'est de là qu'une nuit, je me sauvai, et gagnai audacieusement les gorges des Sierras. J'emportai tout ce que je pus de mes bijoux et de l'argent de ma cassette, je me cachai quelque temps chez des paysans qui me conduisirent à la frontière. Je vins à Paris. Je m'y attelai sans peur à cette vengeance qui est ma vie. J'en suis tellement assoiffé de cette fureur de me venger que parfois j'ai pensé à affoler de moi quelque jeune homme énergique et à le pousser vers le duc pour lui apprendre mon ignominie. Mais j'ai fini toujours par étouffer cette pensée, car ce n'est pas quelques pieds d'ordure que je vais élever sur son nom et sur ma mémoire, c'est toute une pyramide de fumier. Plus je serai tard vengé, mieux je serai vengé. Elle s'arrêta. De livide, elle était devenue pourpre. La sueur lui découlait des tempes, elle s'enrouait. Était-ce le croup de la honte? Elle saisit fébrilement une carafe sur la commode et se versa un énorme verre d'eau qu'elle lampa. « Cela est dur à passer, la honte, dit-elle, mais il faut qu'elle passe. J'en ai assez avalé depuis 3 mois pour qu'elle puisse passer. » Il y a donc 3 mois que ceci dure? Il n'osait plus dire quoi, fit Tressigny, avec un vague plus sinistre que la précision. Oui, dit-elle, 3 mois. Mais qu'est-ce que 3 mois? Ajouta-t-elle. Il faudra du temps pour cuire et recuire ce plat de vengeance que je lui cuisine, et qui lui paiera son refus du cœur d'Esteban qui n'a pas voulu me faire manger. Elle dit cela avec une passion atroce et une mélancolie sauvage. Tressigny ne se doutait pas qu'il pût y avoir dans une femme un pareil mélange d'amour idolâtre et de cruauté. Jamais on n'avait regardé avec une attention plus concentrée une œuvre d'art qu'il ne regardait cette singulière et toute-puissante artiste en vengeance qui se dressait alors devant lui. Mais quelque chose qu'il était étonné d'éprouver, se mêlait à sa contemplation d'observateur. Lui qui croyait en avoir fini avec les sentiments involontaires et dont la réflexion, au rire terrible, mordait toujours les sensations, comme j'ai vu des charretiers mordre leurs chevaux pour les faire obéir, sentait que dans l'atmosphère de cette femme, il respirait un air dangereux. Cette chambre, pleine de tant de passions physiques et barbares, asphyxiait ce civilisé. Il avait besoin d'une gorgée d'air, et il pensait à s'en aller, dût-il revenir. Elle crut qu'il partait, mais elle avait encore des côtés à lui faire voir dans son chef-d'œuvre. « Et cela » fit-elle avec un dédain et un geste retrouvé de duchesse en lui montrant du doigt la coupe de verre bleu qu'il avait remplie d'or. « Reprenez cet argent, dit-elle. Qui sait, je suis peut-être plus riche que vous. L'or n'entre pas ici, je n'en accepte de personne. » Et avec la fierté d'une bassesse qui était sa vengeance, elle ajouta « Je ne suis qu'une fille à 100 sous. » Le mot fut dit comme il était pensé. Ce fut le dernier trait de ce sublime à la renverse, de ce sublime infernal dont elle venait de lui étaler le spectacle, et dont certainement le grand Corneille, au fond de son âme tragique, ne se doutait pas. Le dégoût de ce dernier mot donna à Tressigny la force de s'en aller. Il rafla les pièces d'or de la coupe et n'y laissa que ce qu'elle demandait. « Puisqu'elle le veut, dit-il, je pèserai sur le poignard qu'elle s'enfonce et j'y mettrai aussi ma tache de boue, puisque c'est de boue qu'elle a soif. » Et il sortit dans une agitation extrême. Les candélabres inondaient toujours de leur lumière cette porte, si commune d'aspect par laquelle il était déjà passé. Il comprit pourquoi étaient plantées là ces torchères quand il regarda la carte collée sur la porte comme l'enseigne de cette boutique de chair. Il y avait sur cette carte, en grandes lettres, la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, et au-dessous, un mot ignoble pour dire le métier qu'elle faisait. Tressigny rentra chez lui ce soir-là, après cette incroyable aventure dans une situation si troublée qu'il en était presque honteux. Les imbéciles, c'est-à-dire à peu près tout le monde, croient que rajeunir serait une invention charmante de la nature humaine, mais ceux qui connaissent la vie savent mieux le profit que ce serait. Tressigny se dit avec effroi qu'il allait peut-être se retrouver trop jeune, et voilà pourquoi il se promit de ne plus mettre le pied chez la duchesse, malgré l'intérêt, ou plutôt à cause de l'intérêt que cette femme inouïe lui infligeait. Pourquoi, se dit-il, retourner dans ce lieu malsain d'infection,
au fond duquel une créature de haute origine s'est volontairement précipitée. Elle m'a conté toute sa vie, et je ne peux imaginer sans effort les détails qui ne peuvent changer de cette horrible vie de chaque jour. Telle fut la résolution de Tressini, prise énergiquement au coin du feu, dans la solitude de sa chambre. Il s'y calfeutra quelque temps contre les choses et les distractions du dehors, tête à tête avec les impressions et les souvenirs d'une soirée que son esprit ne pouvait s'empêcher de savourer, comme un poème étrange et tout-puissant auquel il n'avait rien lu de comparable, ni dans Byron ni dans Shakespeare, ses deux poètes favoris. Aussi passa-t-il bien des heures accoudé au bras de son fauteuil, à feuilleter rêveusement en lui les pages toujours ouvertes de ce poème d'une hideuse énergie. Ce fut là un lotus qui lui fit oublier les salons de Paris, sa patrie. Il lui fallut même le coup de collier de sa volonté pour y retourner. Les irréprochables duchesses qu'il y retrouva lui semblèrent manquer un peu d'accent. Quoiqu'il ne fût pas une bégueule, ce Tressini, ni ses amis non plus, il ne leur dit pas un seul mot de son aventure, par un sentiment de délicatesse qu'il traitait d'absurde, car la duchesse ne lui avait-elle pas demandé de raconter à tout venant son histoire, et de la faire rayonner aussi loin qu'il pourrait la faire rayonner. Il la garda pour lui, au contraire. Il la mit et la scella dans le coin le plus mystérieux de son être, comme on bouche un flacon de parfum très rare dont on perdrait quelque chose en le faisant respirer. Chose étonnante, avec la nature d'un homme comme lui, ni au café de Paris, ni au cercle, ni à l'orchestre des théâtres, ni nulle part où les hommes se rencontrent seuls et se disent tout, il n'aborda jamais un de ses amis sans avoir peur de lui entendre raconter, comme lui étant arrivé, l'aventure qui était la sienne. Et cette chose qui pouvait arriver faisait surgir en lui une perspective qui, dans les 10 premières minutes d'une conversation, lui causait un léger tremblement. Nonobstant, il se tint parole, et non seulement il ne retourna pas rue basse du rempart, mais au boulevard. Il ne s'appuya plus, comme le faisaient les autres gants jaunes, les lions du temps, contre la balustrade de Tortoni. Si je revoyais flotter sa diable de robe jaune, se disait-il, je serais peut-être encore assez bête pour la suivre. Toutes les robes jaunes qu'il rencontrait le faisaient rêver. Il aimait à présent les robes jaunes qu'il avait toujours détestées. Elle m'a dépravé le goût, se disait-il, et c'est ainsi que le dandy se moquait de l'homme. Mais ce que madame de Staël, qui les connaissait, appelle quelque part les pensées du démon, était plus fort que l'homme et que le dandy. Tressini devint sombre. C'était dans le monde un homme d'un esprit animé dont la gaieté était aimable et redoutable, ce qu'il faut que toute gaieté soit dans ce monde, qui vous mépriserait si, tout en l'amusant, vous ne le faisiez pas trembler un peu. Il ne causa plus avec le même entrain. Est-il amoureux disaient les commères. La vieille marquise de Clérambault, qui croyait qu'il en voulait à sa petite fille, sortit tout chaud du Sacré-Cœur et romanesque comme on l'était alors, lui disait avec humeur « Je ne suis plus vous sentir quand vous prenez vos airs d'Hamlet. » De sombre, il passa souffrant. Son teint se plomba. « Qu'a donc, monsieur de Tressini ?» disait-on, et on allait peut-être lui découvrir le cancer à l'estomac de Bonaparte dans la poitrine, quand un beau jour, il supprima toutes les questions et inquisitions sur sa personne en bouclant sa malle en 2 temps comme un officier et en disparaissant comme par un trou. Où allait-il? Qui s'en occupa? Il resta plus d'1 an parti, puis il revint à Paris reprendre le brancard de sa vie de mondain. Il était un soir chez l'ambassadeur d'Espagne, où ce soir-là, par parenthèse, le monde le plus étincelant de Paris fourmillait. Il était tard, on allait souper. La cohue du buffet vidait les salons. Quelques hommes, dans le salon de jeu, s'attardaient à un whist obstiné. Tout à coup, le partenaire de Tressini, qui tournait les pages d'un petit portefeuille d'écaille sur lequel il écrivait les paris qu'on faisait à chaque robe, y vit quelque chose qui lui fit faire le « A » qu'on fait quand on retrouve ce qu'on oubliait. « Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, » dit-il au maître de la maison qui, les mains derrière son dos, regardait jouer. « Y a-t-il encore des Sierra Leone à Madrid ?»« Certes, s'il y en a, » fit l'ambassadeur. « D'abord, il y a le duc, qui est de pair avec tout ce qu'il y a de plus élevé parmi les grandesses. » Qu'est donc cette duchesse de Sierra Leone qui vient de mourir à Paris et qui est-elle au duc? Reprit alors l'interlocuteur. Elle ne pourrait être que sa femme, répondit tranquillement l'ambassadeur. Mais il y a presque 2 ans que la duchesse est comme si elle était morte. Elle a disparu, sans qu'on sache pourquoi ni comment elle a disparu. La vérité est un profond mystère. Figurez-vous bien que l'imposante duchesse d'Arcos de Sierra Leone n'était pas une femme de ce temps-ci, une de ces femmes à folie qu'un amant enlève. C'était une femme aussi hautaine pour le moins que le duc son mari, qui est bien le plus orgueilleux des ricos hombres de toute l'Espagne. De plus, elle était pieuse d'une piété quasi monastique. Elle n'a jamais vécu qu'à Sierra Leone, un désert de marbre rouge où les aigles, s'il y en a, doivent tomber asphyxiés d'ennui de leur pique. Un jour, elle en a disparu.
et jamais on n'a pu retrouver sa trace. Depuis ce temps-là, le duc, un homme du temps de Charles Quint, à qui personne n'a jamais osé poser la moindre question, est venu habiter Madrid, et n'y a pas plus parlé de sa femme et de sa disparition que si elle n'avait jamais existé. C'était en son nom une Torre Cremata, la dernière des Torre Cremata de la branche d'Italie. C'est bien cela, interrompit le joueur, et il regarda ce qu'il avait écrit sur un des feuillets de son calepin d'écaille. Eh bien, ajouta-t-il solennellement, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, j'ai l'honneur d'annoncer à votre Excellence que la duchesse de Sierra Leone a été enterrée ce matin. Et, ce dont assurément vous ne vous douteriez jamais, qu'elle a été enterrée à l'église de la Salpêtrière, comme une pensionnaire de l'établissement. À ces paroles, les joueurs tournèrent le nez à leurs cartes et les plaquèrent devant eux sur la table, regardant tour à tour effaré celui-là qui parlait et l'ambassadeur. Mais oui, dit le joueur qui faisait son effet, cette chose délicieuse en France. Je passais par là ce matin, et j'ai entendu le long des murs de l'église un si majestueux tonnerre de musique religieuse que je suis entré dans cette église, peu accoutumé à de pareilles fêtes, et que je suis tombé de mon haut, en passant par le portail drapé de noir et semé d'armoiries à double écusson, de voir dans le chœur le plus resplendissant catafalque. L'église était à peu près vide. Il y avait au banc des pauvres quelques mendiants, et çà et là quelques femmes de ces horribles lépreuses de l'hôpital qui est à côté, du moins de celles-là qui ne sont pas tout à fait folles et qui peuvent encore se tenir debout. Surpris d'un pareil personnel auprès d'un pareil catafalque, je m'en suis approché, et j'ai lu, en grosses lettres d'argent sur fond noir, cette inscription que j'ai, ma foi, copiée de surprise et pour ne pas l'oublier. Sigi, Sanzia Florinda Concepción de Ture Clemata, duchesse d'Arcos de Sierra Leone, fille repentie, morte à la Salpêtrière, le Requiescat in pace. Les joueurs ne songeaient plus à la partie. Quant à l'ambassadeur, quoiqu'un diplomate ne doive pas plus être étonné qu'un officier ne doive avoir peur, il sentit que son étonnement pouvait le compromettre. « Et vous n'avez pas pris de renseignements » fit-il comme s'il eût parlé à un de ses inférieurs. « À personne, Excellence, » répondit le joueur. « Il n'y avait que des pauvres, et les prêtres, qui peut-être auraient pu me renseigner, chanter l'office. D'ailleurs, je me suis souvenu que j'aurais l'honneur de vous voir ce soir. »« Je les aurai demain, » fit l'ambassadeur, et la partie s'acheva, mais coupée d'interjections, et chacun si préoccupé de sa pensée, que tout le monde fit des fautes parmi ces forts whisters, et que personne ne s'aperçut de la pâleur de Tressigny, qui saisit son chapeau et sortit sans prendre congé de personne. Le lendemain, il était de bonne heure à la Salpêtrière. Il demanda le chapelain, un vieux bonhomme de prêtre, lequel lui donna tous les renseignements qu'il lui demanda sur le numéro 119, qui était devenue la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. La malheureuse était venue s'abattre où elle avait prévu qu'elle s'abattrait. À ce jeu terrible qu'elle avait joué, elle avait gagné la plus effroyable des maladies. En peu de mois, dit le vieux prêtre, elle s'était carriée jusqu'aux os. Un de ses yeux avait sauté un jour brusquement de son orbite et était tombé à ses pieds comme un gros sou. L'autre s'était liquéfié et fondu. Elle était morte, mais stoïquement, dans d'intolérables tortures. Riche d'argent encore et de ses bijoux, elle avait tout légué aux malades comme elle de la maison qui l'avait accueillie et prescrit de solennelles funérailles. Seulement, pour se punir de ses désordres, dit le vieux prêtre qui n'avait rien compris du tout à cette femme-là, elle avait exigé par pénitence et par humilité qu'on mît après ses titres sur son cercueil et sur son tombeau qu'elle était une fille repentie. Et encore, ajouta le vieux chapelain, dupe de la confession d'une pareille femme par humilité, elle ne voulait pas qu'on m'y repentît. Tressigny se prit à sourire amèrement du brave prêtre, mais il respecta l'illusion de cette âme naïve, car il savait, lui, qu'elle ne se repentait pas, et que cette touchante humilité était encore, après la mort, de la vengeance. Et c'est la fin de cette nouvelle, La vengeance d'une femme. C'est donc également la fin de la lecture de ce recueil de nouvelles, Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, après l'avoir commencé il y a de cela 2 ans et 3-4 mois. Nous allons maintenant passer à l'outro de ce live. Alors désolé, j'ai senti que ma voix se fatiguait beaucoup sur la fin de lecture. Et j'ai peut-être un peu plus bafouillé qu'à la première partie. J'espère malgré tout que ça a été compréhensible et que vous avez réussi à suivre.
parce que c'est déjà pas simple de suivre des textes qui ont un style un peu particulier, puis c'est un style quand même qui date d'un autre siècle, donc quand même, il y a quelques tournures de phrases qui sont un peu difficiles à percuter parfois peut-être. Donc bon, j'espère que tout a été compréhensible malgré tout ça. Et du coup, comme le dit Serra, jolie nouvelle, je suis assez d'accord avec toi Serra, je trouve qu'elle était vraiment bien cette nouvelle, même si en soi, alors, enfin, comment dire, en soi, les diaboliques sont censés présenter des femmes diaboliques cruelles, etc. Là, je trouve que la femme n'est pas diabolique, entre guillemets, enfin, je veux dire, elle se venge, et c'est pas très bien, enfin, pour moi en tout cas, la vengeance, c'est pas quelque chose de bien, certes, mais après, elle fait rien de diabolique ou cruel, je trouve. Elle souille l'honneur de son mari, mais bon, en même temps, son mari a fait un gros coup de pute aussi. Je sais pas. Après, d'un autre côté, c'est elle qui a commencé en trompant son mari. Ouais, enfin bon, voilà. Ça a été un enchaînement, disons. Ils ont tous les deux leur part de responsabilité. Ils ont tous les deux fait de la merde, on va dire. Mais en tout cas, un peu comme Fallen Angel, je pense que c'est ma nouvelle préférée du recueil. J'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment, vraiment très cool. Il y avait encore ce principe de récit enchâssé, donc de récit cadre. C'est-à-dire qu'on a le récit, et puis dans le récit, il y a un personnage qui nous raconte une autre histoire. Mais bon, c'était bien amené là, je trouve. C'était beaucoup mieux amené que d'habitude, et là, ça avait vraiment de l'intérêt, puisque ça nous renseignait sur la vengeance, etc. Enfin, je trouvais ça vraiment bien foutu. Oui, mais elle lui avait dit de le foutre à la porte aussi. Ouais, ouais, je pense qu'en vrai, là, ça pourrait être un débat infini, limite. Parce qu'en soi... Enfin bon, c'est une fiction, donc on peut pas trop... Voilà. Même si Barbadero dit que c'est pas vraiment une fiction, etc. Enfin bon, bref. En soi, ma copine me dit... ah, ça serait bien que tu vois plus ton meilleur pote, parce qu'en fait, je suis amoureux, je risque je risque de te tromper avec. Je serais pas serein, quoi. Je serais en mode... Ah oui, d'accord. Vraiment. Donc bon... Je sais pas qui est fautif. Les deux ont fait des choses pas très ouf. Encore une fois, il y a eu des choses très violentes dans cette nouvelle. Enfin ouais, on a étranglé, arraché le cœur à un homme et donné le cœur à manger au chien. Et encore, ça aurait pu être pire. Enfin, pire. Ouais, non, c'est aussi horrible. Mais une femme aurait pu le manger, manger le cœur aussi. Enfin bon. C'était encore grandiose dans la fin. Euh, Son comportement est aberrant, mais celui du mari aussi, ils font bien la paire. Oui, les deux auraient été horribles, je pense, en vérité. Mais en tout cas, ça fait une bonne nouvelle, donc je suis très content d'avoir terminé sur une bonne nouvelle. Ça fait extrêmement plaisir que ma nouvelle préférée du roman, ce soit la dernière. Comme ça, on finit sur une bonne note, ça c'est cool. Bah du coup, écoutez... Ah oui, ici, juste petite chose, fun fact, juste, j'ai envie d'étaler ma science, désolé. Mais plusieurs fois dans le texte, on a rencontré des mots comme ça, je crois. Alors, on a rencontré des mots, et je trouve ça trop bien, qui sont des mots... Alors, comment... Je sais pas si c'est un vrai nom. On m'avait dit que c'était des mots épicènes. Après vérification, des mots épicènes, c'est pas ça. Mais bon, bref. En gros, il y a des mots épicènes. Des mots épicènes, c'est des mots qui peuvent se dire et au féminin et au masculin. Comme un après-midi et une après-midi. Les deux sont valides. Là, c'est encore plus particulier que ça, mais dans ce texte, on a croisé des mots. Amour et ténèbres sont des mots particuliers. C'est pas les seuls, je crois, mais c'est les plus fréquents, les plus connus. Il y en a encore une autre que je connaissais, mais je me rappelle plus. Enfin bon, bref. Toujours est-il que amour et ténèbres sont particuliers parce que ils sont masculins au singulier et ils sont féminins au pluriel. C'est-à-dire, exemple, on dirait par exemple un amour tumultueux, mais on dirait des amours tumultueuses. Autre exemple, on dirait un ténèbre épais. Enfin, attendez. Ouais, un ténèbre épais. Et on dirait des ténèbres épaisses. Si je dis pas de bêtises,
c'est ça. Enfin voilà, je sais pas si j'ai donné les bons exemples, mais juste voilà, fun fact, un petit peu. Moi ça me fait délirer ce genre de truc sur les mots, j'aime bien. Bref. Du coup, Selkia qui nous avait quitté tout à l'heure, en nous souhaitant une bonne lecture, ça fait plaisir. Et Serra qui s'en va à son tour. Eh bien de rien, Serra, j'espère qu'on te reverra à l'occasion sur les lives, ça m'a fait plaisir de te recevoir ce soir. Puis bonne soirée à toi. De toute manière, c'est la fin du live, donc je vais vous dire tous au revoir. Juste dernière précision, je vais vous refaire la liste des lives à venir, comme ça vous êtes un peu au courant de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Demain, samedi 8 septembre à 21h, live de découverte sur Wokfu. Lundi 10, pas de live exceptionnellement. Mardi 11, encore un live de découverte sur Wokfu. Et jeudi 13, live de lecture sur mes propres textes. Je vais vous lire mon recueil de poésie, mon recueil de poèmes. Pouce, ça prendra un live et ça sera certainement un live court. Je suis un petit peu anxieux, j'avoue. J'ai pas relu mes textes depuis pas mal de temps et je me demande quel regard je vais avoir sur mes propres textes. Enfin bon, bref. En plus, si je lis mal mes textes, c'est ridicule. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de découvrir ce que j'ai pu écrire, ça sera le jeudi 13 septembre à 21h. Et je pense avoir fait le planning complet, puisque après, il n'y aura pas de live pour au moins une semaine et demie, 2 semaines. Non, une semaine et demie, je pense. Une grosse semaine, parce que tout simplement, j'ai des visites familiales à faire, j'ai un concert à aller voir en Belgique, etc. etc. Bref, je vous en reparlerai peut-être d'ailleurs, puisque j'aime bien aussi un peu vous parler des découvertes culturelles que je peux faire. Donc voilou, j'ai fait le tour cette fois-ci. Merci à tous d'avoir suivi le live, vous avez été assez nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. On a eu Neiris notamment, on a eu Lord Marlin, on a eu Selkia, Fallen Angel, Serra, Le Mouton Fou. Je pense avoir cité tout le monde, mais en tout cas ça fait plaisir de vous avoir tous vus. Donc merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.